la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur cette 7e édition de la Radiothèque Marseille. Ça commence déjà à être un rendez-vous des anciens. C'est votre rendez-vous technique et on va parler de reprise. On va parler de reprise pour cette première édition de 2025. Est-ce que toi tu as plongé? Moi, j'ai pas plongé depuis novembre dernier. Et toi, est-ce que tu as plongé récemment? Alors, me concernant, on a fait la reprise officielle des activités de plongée Tech Marseille hier. Donc, on a redémarré les activités donc lundi 17 par une petite formation Trimix. On a eu d'ailleurs aussi du monde ce week-end. On a fait des belles explos là, sur les épaves marseillaises. Et j'ai été amené à faire une première plongée cet hiver. Et on va en parler un peu plus tard. C'est les images que tu nous réserves, à savoir une immersion dans une petite piscine verdâtre, non pas à compter les carreaux, pour se remettre en jambes et s'assurer que tout soit OK, le plongeur en particulier, pour cette reprise de l'année 2025. Bon, eh bien, je pense que vous avez compris le thème de l'émission de ce soir. Ça va être comment hiverner, pourquoi hiverner en plongée, comment réussir cet hivernage et surtout comment réussir sa reprise de plongée. On va faire un petit tour dans le chat. Est-ce que tu vois quelques noms d'anciens? Ah ben, je passe bonjour, le bonjour à Max, à Jérémy, à Cam. Je vois Eric aussi qui est là. Après, il y a certains habituels. Je vois Rekwan qu'on voit régulièrement à l'occasion des chats. Donc, à tous, pour ceux qu'on connaît et pour ceux qu'on ne connaît pas, bien le bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette 7e édition de Radiothèque Marseille. D'ailleurs, parmi vous dans le chat, est-ce que certains d'entre vous ont déjà plongé? Avant qu'on vous développe peut-être, notre approche de l'hivernage, qui parmi vous dans le chat plonge durant l'hiver ou fait une pause? Dites-nous un petit peu comment est-ce que vous faites. Moi, je vais nous ouvrir un petit peu notre PDF qui va nous servir de guide pour ce soir. Et la première question que j'ai envie de te poser, qui est peut-être un peu candide, c'est finalement est-ce qu'on peut vraiment s'entraîner durant l'hiver? Alors, on a même tout intérêt à le faire, car notre activité est une activité qui est particulièrement saisonnière, et surtout quand on est, là tout ce que je dis c'est à travers évidemment le prisme de la plongée technique, de la plongée profonde, de la plongée recycleur ou de la plongée engagée, et dans tout ce type de pratique, la phase d'hiver est une période qui est une période d'abstinence. Et dans ces cas-là, on prend le risque d'avoir une partie de notre savoir-faire qui se dégrade, de nos habitudes, de nos routines. Et donc, c'est un moment qui doit idéalement être mis à profit pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste du temps et pour rester en forme et continuer à être efficace. Alors, c'est sûr que la petite paire de chaussettes et le bois de cheminée qu'on voit là, je me suis permis de te voler cette photo, Kevin, hein, parce que vraisemblablement, de ce que tu m'as expliqué, tu as passé un hiver J'ai pantouflé, j'ai bien à coucouner, pantouflé. à manger des Queen Amman. Bon, après, on n'est pas forcément obligé d'aller se faire des plongées sous les icebergs, mais pour revenir à la première image que je vous montrais, là, une espèce de mare avec des canards, ça peut être une alternative parce que souvent, le gros problème l'hiver, la raison pour laquelle on ne plonge pas, c'est que l'activité se retrouve à l'arrêt parce que les clubs de plongée qui vous accueillent ferment pendant la période des tempêtes, que la météo est vraiment trop exigeante pour pouvoir aller en mer. C'est souvent une partie de l'année qui peut aussi être dangereuse, donc c'est pas la peine de tenter le diable pour à tout prix aller plonger, avec souvent un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. Donc l'alternative, c'est aussi de se servir de cette période-là pour en faire une période de recueil technique et de se remettre à cultiver les bonnes habitudes. Pour ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir la mer. N'importe quel plan d'eau pour faire l'affaire. Alors, vous avez une petite plage devant chez vous, ça fait l'affaire. Vous avez une mare avec des canards, ça fait l'affaire. Vous avez une petite piscine verdâtre, ça fait aussi l'affaire. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir de quoi immerger un plongeur sur sa longueur, sa largeur, et à quelque chose près, c'est tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. D'ailleurs, vous allez voir dans l'émission de ce soir, donc là, on va vous développer cette thématique-là, et ensuite, on ira justement avec Nicolas dans un contexte non favorable, on va dire, à la plongée recycleur, en théorie, pour justement voir ce qu'on peut faire durant l'hiver. Toi, est-ce que,
avec tes élèves, tu vois des raisons principales à continuer de pratiquer, ou en tout cas pratiquer un minimum. Moi, j'y vois un aspect de sécurité parce que Absolument. c'est important d'en avoir conscience. Tu me dis si je me trompe, mais on a deux grands moments, deux grandes phases dans l'année où où il y a de l'accident, où il y a des accidents. C'est au niveau de la reprise et en fin de saison où là, ce sont plus les encadrants qui sont fatigués ou qui se relâchent entre eux et qui finissent par eux-mêmes se faire mal. Est-ce que c'est aussi ton avis ou est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet? Bah, je te confirme complètement, Kevin, hein, c'est que la statistique, j'exerce déjà depuis une quinzaine d'années et chaque année, la statistique, elle est sans appel, hein. C'est que la reprise, la période d'avril, mai, le moment où les plongeurs rechaussent les palmes et font leur première plouffe, eh ben, souvent dans l'esprit des plongeurs, il y a pas eu d'interruption et donc le niveau est toujours au niveau auquel on l'avait laissé en fin de saison et donc on s'aventure sur des plongées un peu difficiles. Et c'est les moments où on assiste aux premiers accidents de désaturation, ce genre de choses. Souvent liés plus à des erreurs humaines qu'à des problèmes physiologiques, même s'il peut y avoir la santé qui s'est dégradée pendant l'hiver. Mais en tout cas, moi, je vois là-dedans l'impératif de s'assurer que la saison redémarre dans les bonnes conditions et surtout qu'on ne perd pas du temps pour la reprise parce que quand on est passionné et qu'on a envie de retourner plonger, souvent c'est pour se faire plaisir, pour passer des bons moments. Et ben, l'hivernage, ça peut servir à ça, ça peut servir à maintenir un niveau de compétence technique qui reste élevé, exigeant, pour que la reprise ne soit que du plaisir et pas des mésaventures. Est-ce que parmi vous dans le chat, il y en a certains qui se sont sentis en difficulté au niveau de leur reprise? Je me permets, si tu peux revenir sur Je t'en l'image prie. précédente, Kevin. Ouais, Euh, sur la sécurité. je, oui, même la précédente d'ailleurs aussi. Oh, très bien. Allons-y sur la pantouflerie. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je vois également dans plein d'autres opportunités à l'idée de plonger l'hiver, hein. Je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la raison principale qui peut amener à le faire, c'est ben, évidemment la passion de l'activité, hein. C'est que quand on aime ça, il n'y a pas de raison de se priver de plonger. Alors on peut avoir on peut profiter de l'hiver pour faire ça dans des conditions particulièrement agréables et choisies pour le faire, mais quand les conditions ne le sont pas, eh ben on peut cultiver le plaisir et la passion là-dedans. Il y a aussi un autre intérêt, c'est que quand vous avez un équipement de plongée, c'est quand même assez paradoxal. C'est souvent l'hiver pendant qu'on n'utilise pas son matériel que le matériel se dégrade le plus. Parce que le matériel déteste sécher. Et souvent, il a séché avec une fine pellicule de sel qu'il aura dégradé, qui aura gonflé, qui aura craquelé. Donc, plonger l'hiver, ça donne aussi l'occasion de faire des rinçages de qualité sur votre matériel, de vous assurer que toutes les parties en mouvement sont des parties qui soient mobilisées, qui restent en bon état. Et ça, c'est quand même pas désagréable, ça évite d'avoir des problèmes en début de saison. Et puis, moi, je suis un peu partisan de cette philosophie-là, c'est que souvent l'hiver, c'est un moment un petit peu, voilà, qui est en parenthèse dans la vie du plongeur. Il y a des contraintes, c'est des contraintes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités de plonger. Je vois dans n'importe quel plan d'eau, une mare, une piscine, l'opportunité de faire un travail qui est encore plus exigeant que celui qu'on fait quand les conditions sont bonnes. Et à ce titre, ça me paraît être une vraie opportunité de faire de l'hiver un tremplin pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions et qu'on fasse exploser son niveau de plongeur et qu'on s'améliore considérablement pendant une période qui n'est pas une période normalement dans laquelle on excelle. Tout à fait. Je me permets de rebondir sur la réflexion que tu m'as faite avec le matériel. J'ai pas pensé à ce point-là et je me faisais la remarque pas plus tard qu'aujourd'hui que mon inflateur qui avait une petite fuite toute l'année, qui n'était pas une fuite dramatique, mais bon, bah, c'était une fuite. Depuis que j'ai cessé de l'utiliser, là c'est officiel, il est mort. Et c'est vraiment le fait de ne pas l'avoir utilisé. Peut-être, alors moi c'était pas du sel, mais c'était plus du calcaire qui se formait à un ou deux endroits et ça l'a sûrement achevé. On a eu deux questions intéressantes dans le chat. Je t'invite à y jeter un coup d'œil. Une de Mathis qui nous demande combien de temps, selon toi, sans plonger, est-ce que tu considères qu'il y a une vraie coupure et qu'il faut être particulièrement vigilant? Dans le système RSTC, par exemple, chez PADI, on considère que c'est à partir de 6 mois, si je me souviens bien, qu'il est conseillé de faire ce qu'on appelle un refresh. C'est une petite séance de quelques minutes avec un guide où tu refais du vidage de masque et du lâcher reprise d'embout. Mais on est vraiment sur quelque chose de succinct. Quel est ton avis, toi, par rapport à ça? La réponse à cette question, à mon avis, il n'y a que le plongeur individuellement qui peut la faire, parce elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend du type de pratique.
C'est-à-dire que quand on fait de la plongée à 20 ou 30 mètres dans la courbe de sécurité, l'exigence, elle n'est pas la même que quand on pratique de la plongée à 100 ou 150 mètres en grotte. Et ensuite, il en va de la psychologie individuelle de chaque plongeur, parce que certains plongeurs vont être capables sur de longues périodes de coupure de maintenir de manière très efficace la connaissance, tout simplement parce qu'ils vont s'astreindre peut-être quotidiennement ou de manière hebdomadaire à faire de la mentalisation, de la visualisation. On peut réussir à progresser en plongée sans plonger si on y consacre vraiment de la réflexion, de la bande passante, mais ça demande du travail. Et ça, il n'y a que le plongeur qui, une fois qu'il se connaît intimement, est capable de déterminer le moment où ses automatismes, ses routines, sa technique, le souvenir de ses propres sensations commence à s'effacer dans sa mémoire, et à quel moment est-ce qu'il faut commencer à remettre tout ça sur le tapis pour le conserver vivace. Et ça, c'est très variable, mais globalement, et ça c'est quand même une valeur qui ne trompe pas, pour de la plongée très engagée, lorsqu'on observe des périodes de coupure de plus de 2-3 mois, en général, il y a quand même, ça nécessite 2-3 plongées pour vraiment revenir à un niveau qui était celui qu'on avait précédemment. Pour tout ce qui va être plongée technique, recycleur, ça arrive très vite. Ça arrive très très vite, hein. C'est pour ça aussi que dans la perspective ou dans le projet de se lancer dans de la plongée recycleur n'est pas forcément adaptée à un plongeur qui ne va pouvoir y consacrer qu'une quinzaine de plongées dans l'année ou qui va en faire ponctuellement une à deux fois par an. La fréquence de pratique ne serait pas suffisante pour Mhm. conserver intact le niveau de connaissance. Juste par curiosité sur le recycleur, tu considères que c'est à partir de combien d'heures par an où on n'est plus compétent sur sa machine et où il faut refaire des entraînements? Je vais te faire quasiment la même réponse que je t'ai fait précédemment. Bon, C'est très désolé. variable et ça dépend essentiellement du plongeur. Je pense qu'à moins d'une vingtaine, trentaine de plongées par an, c'est difficile de maintenir un niveau de progression. Mais pour certains plongeurs voilà, qui réfléchissent très très bien, qui ont une bonne vision d'ensemble, des fois il suffit de 10 heures par jour 10 heures par an, pardon, pour maintenir un haut niveau de technicité. Merci. N'hésitez pas le chat si vous avez des questions. Alors, quelle est justement l'une des du coup je vais faire apparaître la slide, l'une des premières zones d'exercice où on peut justement pratiquer? Alors, je te propose de revenir un tout petit peu en arrière parce que Pardon. concernant la sécurité, il y a des éléments qui me tiennent à cœur et que je voudrais qu'on évoque. C'est que là, l'idée de cette soirée qu'on passe ensemble, de cette édition de Radiotech Marseille, c'est de vous donner des tips, des clés pour continuer à vous améliorer, à travailler pendant l'hiver. Et donc l'idée, ça va être d'aller plonger dans le premier trou boueux que vous allez trouver. C'est pas parce que vous plongez dans une mare au canard ou sur le bord de la plage dans 2 mètres de profondeur ou dans une vieille piscine pleine de feuilles que vous êtes absolument à l'abri de tous les dangers. Et souvent, le fait de plonger dans un environnement qui a l'air à ce point safe peut amener à faire l'impasse sur des éléments de sécurité qui sont pourtant majeurs. Donc, dans tous les éléments que l'on va voir après, je vous rappelle qu'il est quand même intéressant de pratiquer cette activité avec potentiellement une personne en surface qui est en mesure de vous aider s'il y avait un souci. Comme vous risquez de pratiquer ça seul dans l'eau, que vous fassiez vos checklists de préparation de la façon la plus rigoureuse, comme vous le faites d'habitude, mais de manière encore plus précise pour être certain, par exemple, c'est la bête noire des plongeurs recycleurs, mais que vous n'alliez pas vous mettre dans l'eau avec une machine, avec un bloc d'oxygène fermé. Donc, à plus forte raison, dans un environnement comme celui-là, ça serait trop con d'aller vous faire mal dans un contexte qui est un contexte vraiment de travail et dans lequel vous ne devez prendre aucun risque. Donc, c'est des petites mises en garde, mais je préférais qu'on le précise pour que vous ayez bien ça en tête lorsque vous allez vous amuser à faire ça. Alors, pour passer ensuite à la notion suivante, c'est que comme on va vous proposer la possibilité de travailler dans des environnements qui ne sont pas forcément des environnements plongés, mais plutôt des petites mares, des piscines, il ne faut pas sous-estimer la vertu de travailler et de s'exercer en plongée dans des toutes petites profondeurs. Et j'en profite pour faire un coucou à mon ami Fabrice Dudanhofer, à qui je dois cette très très belle photo, qui n'avait pas été facile à réaliser parce qu'on a voulu la faire avec la bouteille qui restait absolument au ras de l'eau. Et donc ça demandait pour lui comme pour moi pas mal de synchronisation et de précision, et ça nous a donné un peu de fil à retordre. Mais je reviens sur cette notion de petite profondeur. Souvent on assimile la difficulté de la plongée
aux profondeurs les plus extrêmes. En réalité, là où vous allez pouvoir développer le maximum de techniques, où vous allez devoir développer le plus d'acuité, le plus de précision, le plus de vigilance, c'est dans les petites profondeurs. Parce que c'est dans les plus petites profondeurs que les variations de pression sont les plus faibles, les plus importantes, pardon, et donc les variations de volume les plus importantes. Dans ces espaces de profondeur, si vous arrivez à réaliser les gestes techniques les plus exigeants à 1 ou 2 mètres de profondeur, les réaliser à des profondeurs nettement supérieures va devenir un jeu d'enfant. Donc, n'hésitez pas à être exigeant et à travailler à des toutes petites profondeurs. Ça va vous permettre de faire des progrès considérables. Moi, je sais que même sur des niveaux moins avancés que ceux que tu enseignes, le moment où ça va être le plus intéressant pour voir justement le peak buoyancy performance, tu vois, les exercices de flottabilité, j'essaye durant ces plongées de les faire finir dans 3 mètres d'eau, 2 mètres d'eau, 1 mètre d'eau, pour être vraiment dans la zone où chaque inspiration va potentiellement nous faire remonter ou redescendre rapidement. Absolument. C'est vraiment la plus belle des profondeurs pour travailler. Écoutez, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc là, en ce moment, avec notre reprise, on a démarré une formation en trimix avec des élèves. Et ben là, nos plongées se terminent par de très longues minutes, des minutes épuisantes à la profondeur de 3 mètres, de 2 mètres et de 1 mètre, auxquelles on va réaliser des gestes techniques qui peuvent provoquer de violentes variations de pression et donc de flottabilité. Et donc, ça amène à la plus grande vigilance. Et c'est par expérience, moi, depuis 10 ans que j'enseigne ce type de pratique. C'est vraiment l'espace de profondeur dans lequel les plongeurs vont avoir les plus grandes progressions et vont avoir des déclics, des prises de conscience et développer leur savoir-faire et leur savoir-être souvent. Avant d'aller sur l'autre slide, je voudrais juste qu'on prenne une seconde pour répondre éventuellement à Rek qui nous pose une Oui, question. On est toujours sur, je pense, une réponse qui va être personnelle, mais il aborde le côté narcos. C'est peut-être un point aussi absolument. qu'on peut développer. Alors absolument, Rekwan, tu as raison, c'est pas du tout la même contrainte que ce qu'on est en train d'évoquer, parce que depuis tout à l'heure, on aborde plutôt l'aspect technique des choses, mais il peut effectivement y avoir une problématique d'accoutumance à la profondeur, et là, ça concerne plus le plongeur R, qui va être amené à évoluer, on va dire, dans la zone 40-60, donc typiquement le plongeur niveau 3 et plus qui fait de la plongée profonde autonome. Et là, il peut y avoir un vrai enjeu parce que le phénomène de la narcose s'assimile pour beaucoup à celui de l'ivresse alcoolique. Alors on le sait ou on le sait pas, c'est pas le sujet, mais on s'accoutume à l'ivresse alcoolique à force de boire, de la même façon qu'on va s'habituer à l'ivresse des profondeurs en plongeant. Donc là, l'accoutumance, elle peut être plus ou moins rapide. Et moi, personnellement, j'ai observé que j'étais un très, très, très gros candidat à la narcose dans mes premières années de plongée, mais avec des narcoses absolument abominables et qui m'ont pourri la vie, même dans des profondeurs qui n'étaient pas si violentes que ça. Mais j'ai eu des années où, à 50 mètres de profondeur, mais j'étais rôti comme un poulet et je ne pouvais plus rien faire. Et avec le temps, ça a disparu à force de m'exposer à ce phénomène-là. Et désormais, je me rends compte que année après année, l'accoutumance est de plus en plus rapide. Et il m'est arrivé de faire des reprises avec des plongées extrêmement profondes à l'air, à des profondeurs que je n'évoquerai pas, sans que ça ait un impact très très fort. C'est certainement individuel, mais pour une reprise en début d'année, je pense qu'il est intéressant de faire des reprises de 5 mètres en 5 mètres sur les premières fois quand on a déjà de la bouteille et qu'on est habitué. Et quand je dis de 5 mètres en 5 mètres, et ce à partir de la profondeur de 30 à 35 mètres si on a l'objectif d'aller à 60. Je pense que Rek a eu sa réponse. Arnaud, qui lui plonge dans le Pacifique, Alors qui Arnaud, est un je peu comprends moins bien sensible que moi ouais, à la je comprends bien température. je comprends bien ta question. En fait, il faut juste, à mon avis, se projeter dans la vie des métropolitains. Quand tu es sur la côte atlantique et que tu as des trains de houle qui n'en finissent pas pendant des semaines et des mois avec des températures extrêmement mauvaises, des périodes de tempête. D'ailleurs, pareil sur la façade méditerranéenne. Les occasions de plongée, en fait, se comptent quasiment sur les doigts d'une main ou des 2 mains pendant les 3 mois d'hiver. Et donc, ça rend toutes les sorties particulièrement difficiles. Et là, évidemment, qu'on est en train d'évoquer la notion de plongée, de la plongée en mer. Et quand on est dans des zones où les hivers sont rigoureux, et que les fenêtres météo sont étroites, eh ben, les opportunités de pratiquer souvent sont faibles. Et souvent, ça correspond à la période où les centres de plongée
préfèrent purement fermer pour faire leur maintenance, leurs travaux divers, ce qui est le cas de notre structure de Plongée Tech Marseille. On baisse le rideau du 1er décembre au 15 février parce que c'est une période qui nous demanderait beaucoup d'énergie pour travailler, pour un taux de satisfaction qui est finalement pas si élevé que ça, quoi. Oui, parce que toi, en tant que centre de plongée, tu prends un risque. Tu prends un risque d'avoir des clients qui sont pas satisfaits par les conditions sur le bateau. Tu prends aussi un risque peut-être de pas être rentable parce que bah, tu as un seul plongeur qui vient. Si tu as juste un Arnaud courageux qui y arrive, il n'y a pas tant de Ouais, personnes c'est un que peu ça ça. qui vont le faire. Et toi, tu vas te retrouver avec un bateau qui est pas assez plein, ne serait-ce que pour rentabiliser la journée, la sortie du bateau, l'exploitation du bateau et du Absolument. matériel. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a peut-être des motivés, mais pas assez pour que ce soit viable pour une structure et qu'une structure puisse prendre le risque d'avoir des plongeurs insatisfaits à C'est un cause peu de ça. Effectivement, conditions compliquées. le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle, quoi. Même si effectivement, comme le dit Johan, un Arnaud compte pour 2 plongeurs, c'est un gabarit fort généreux. Donc, on a parlé un petit peu du jeu dans les petites profondeurs. Euh, Oui. On peut passer à la suite pour évoquer d'autres notions qui sont intéressantes et qu'on ne peut pas toujours forcément travailler avec le temps, avec la précision, avec rigueur. Si tu peux passer ouais, à tout à l'image fait. Excuse-moi, suivante. j'étais en train de lire le chat en même temps. Parmi les clés de voûte de la technique du plongeur, il y a des éléments qui sont tout bêtes, hein, mais c'est le lestage et le trim. Bon, et là, moi, je l'ai encore constaté ces jours-ci sur des plongeurs qui ont des centaines de plongées au compteur, en circuit ouvert, en circuit fermé. Il y a toujours une difficulté à apprécier la vraie et bonne précision du lestage. Et pourtant, tout ce qu'on va se dire après, tous les éléments de technique que vous êtes susceptibles de travailler ne pourront pas être efficaces si vous n'avez pas vérifié, contrôlé et optimisé votre lestage avant de partir plonger. Alors, je pense que c'est le moment de se rappeler exactement qu'est-ce que c'est un bon lestage et comment après on va adapter ça, parce que si vous faites vos entraînements dans une piscine et qu'après vous partez en mer, évidemment, votre lestage devient caduc. Mais si vous avez affiné votre technique de gestion du lestage, après ça va être de la rigolade. Kevin, de ton point de vue, comment est-ce que tu évalues en circuit ouvert la précision d'un lestage? Tu veux dire en termes de poids de la personne qu'elle doit y avoir ou en termes de Quelle est réaction par rapport à la voilà, respiration? quelle est la méthodologie que tu mets en œuvre pour t'assurer que tu as un lestage optimal chez un plongeur? Pour moi, c'est que je pars du principe qu'à 5 mètres, je dois être gilet vide. Donc si j'expire, je descends, si j'inspire, je peux monter. Et ça, c'est mon état de confort. Et donc, c'est d'être capable d'avoir un poumon ballast très réactif et d'une façon générale, le moins d'air dans mon gilet pour être en équilibre. Donc, après, ça va dépendre des endroits où je plonge. Par exemple, en Égypte, j'étais à peu près à 6 kilos parce que l'eau est beaucoup plus salée, ce qui était pas forcément le cas en Méditerranée. Après, le problème, c'est que moi, j'ai toujours un biais lorsque j'encadre où je prends tellement l'habitude d'être surlesté pour pouvoir éventuellement attraper des plongeurs ou avoir des plots en plus à distribuer, que j'ai la fâcheuse habitude, je suis peut-être le contre-exemple, la fâcheuse habitude de plonger un petit peu lourd. Ok, entendu. Alors, moi, je vous propose un petit peu de méthodologie sur la façon d'ajuster le lestage pour être certain que sur la suite des exercices que je vais vous proposer, vous ayez un lestage qui soit optimisé, que vous soyez en circuit ouvert ou en circuit fermé. Quand vous êtes en circuit ouvert, une des meilleures façons, à mon avis, de s'assurer que le lestage est bon consiste, quand vous êtes en surface, gilet totalement vide, étanche totalement vide, c'est-à-dire que votre purge est complètement ouverte, dans une position verticale, sur une respiration sur le volume courant. Le volume courant, c'est la respiration que l'on a là actuellement au repos pendant qu'on est en train de se parler. Vous devez avoir à quelque chose près de l'eau en haut du masque. Et le tout, évidemment, sans palmer. Parce que si vous palmez, vous perturbez les équilibres. Donc sans palmer, gilet vide, étanche vide, vous avez de l'eau en haut du masque. Sur une expiration forcée, avec une petite pause en apnée expiratoire, vous quittez la surface et vous pouvez descendre. Et là, vous avez le bon lestage. Si ça coule avant de faire cet effort expiratoire, vous êtes trop lourd. Arrêtez votre entraînement, vous sortez de l'eau, vous ajustez votre lestage, mais vous avez trop de plomb et tout le travail que vous allez faire ne va pas être efficace. En circuit fermé, la façon de vérifier le lestage dans ces conditions-là, c'est pareil. Gilet vide, étanche vide, vous avez un volume de boucle optimal, c'est-à-dire que vous avez de quoi prendre une inspiration max dans la boucle et pas plus. Et là, vous avez toujours de l'eau en haut du masque. Quand vous videz un petit peu de volume à l'intérieur de la boucle et que vous vous retrouvez avec un volume de boucle légèrement insuffisant, vous devez quitter la surface. Si vous avez ça,
vous avez le bon lestage. Si vous ne l'avez pas, faites votre réglage. Souvent, le lestage n'est géré que à travers la question de la masse, c'est-à-dire la quantité de plomb que l'on prend. C'est intéressant pour pouvoir maintenir le maintien sous l'eau et la flottabilité, mais ça ne suffit pas pour avoir un équilibre optimisé sous l'eau. Quand je parle d'équilibre, je parle de trim. Le trim, c'est la capacité du plongeur à maintenir une position parfaitement horizontale dans l'eau sans effort. Vous entendrez souvent dans le langage courant les plongeurs parler de trim. Je travaille mon trim. Le trim, ça ne se travaille pas sous l'eau. On ne peut pas améliorer le trim sous l'eau. Le trim consiste souvent à ajuster la répartition du lestage entre la partie supérieure et la partie inférieure du plongeur, donc la tête ou la taille, pour répartir intelligemment la quantité de plomb que l'on doit transporter pour que, quand on est en position horizontale, on n'ait pas le nez qui pique ou les jambes qui tombent. Donc ça s'apprécie par un bon réglage. Donc vous jouez à la marchande, on en met un peu en haut, on en met un peu en bas. Et une fois que mon plomb est toqué, je vais me mettre à l'horizontale dans l'eau, à 1 ou 2 mètres de profondeur. Je tends les bras, je tends les jambes en position du Superman, totalement allongé. Je m'interdis de bouger les bras ou de bouger les jambes et je vois ce qui se passe. Est-ce que j'ai le nez qui pique ou est-ce que j'ai les jambes qui piquent? Si ça pique du nez, je prends du plomb, je le mets en bas et inversement. Je peux aussi jouer sur la répartition de mes sous-vêtements. Si je mets un petit collant en bas et plein de pulls en haut, ben je vais me retrouver tête en haut dans l'eau et ça ne va pas marcher. Donc vous avez de la latitude de réglage sur le trim en ajustant la position du lestage et les différentes épaisseurs de sous-vêtements. Et ce que je vous dis, il n'y a pas un environnement qui est plus adapté qu'une piscine ou qu'une mare pour le faire. Parce que si ça ne vous va pas, vous sortez de l'eau, vous faites votre réglage, vous remettez votre plomb au bon endroit, vous emmerdez pas les copains de la palanquée qui vous attendent, vous emmerdez pas le pilote du bateau qui se demande pourquoi vous faites des allers-retours en surface, vous avez du temps pour vous. Et en ayant du temps pour vous, vous allez pouvoir ajuster votre lestage et la répartition de votre lestage de la meilleure des façons pour que vous ayez une base qui est très saine, c'est-à-dire la bonne quantité de plomb au bon endroit. Je me permets de rebondir à des remarques qu'il y a dans le chat. Est-ce qu'il y a des configurations de plongée? Parce que moi, je plonge pas en bille, pas encore. Ça va bientôt venir quand je retournerai chez toi. Est-ce qu'il y a des configurations de plongée qui font que tu vas être naturellement négatif, comme Patrick qui Alors, nous je vois très explique bien le qu'avec message de son Patrick et B7. c'est pas une situation qui est confortable. Alors, à l'occasion peut-être d'un autre chat, je me permettrai de vous faire une petite démonstration mathématique de pourquoi le surlestage est une plaie. Et Patrick, je comprends ton problème parce que plonger surlesté, c'est très difficile. Ça rend le poumon ballast particulièrement inefficace ou la gestion de la flotte en recycleur, c'est très très difficile. Donc, on pourrait imaginer, dans certaines circonstances, de rajouter sur votre configuration le nécessaire pour enfin trouver le bon point de neutralité. Vous allez dans n'importe quel bon magasin de pêche ou dans n'importe quel accastilleur, vous allez pouvoir trouver des petits flotteurs incompressibles qu'on utilise sur les filets ou sur le matériel de pêche, que vous pouvez de la même façon répartir sur votre configuration, qui vont vous rajouter du volume incompressible. Et si vous rajoutez un petit élément de liège, de la même façon que ceux qu'on a sur les appareils photo que vous allez caler sous les fesses ou au contraire au-dessus de la tête, et bien de cette même façon, cette fois-ci non plus en ayant une poussée vers le bas, mais en ayant une poussée vers le haut, vous allez pouvoir ajuster votre flottabilité pour obtenir quelque chose d'extrêmement précis. Et après, tout le reste de votre travail technique va devenir beaucoup plus simple. Bah, peut-être que Patrick pourra essayer et nous dire si ça l'aide ou pas. Le surlestage est une plaie. Je m'en suis rendu compte en grande partie durant ma formation d'EGEPS avec vous, parce que moi, j'avais pas l'habitude de plonger au-delà de 30-40 mètres, et j'avais toujours vu le lestage comme un problème et qui ne pouvait pas forcément amener à des causes trop graves, comme justement un excès de consommation de gaz ou un essoufflement. Et c'est sûrement un des points qui, pour moi, est le plus minimisé dans les différents endroits où j'ai pu plonger. Parce que dans le doute, j'ai vu beaucoup de plongeurs se surlester allègrement par peur, justement, de ne pas réussir à descendre, d'avoir l'air un petit peu ridicule, surtout en période de reprise. Et je pense que c'est quelque chose que tu as dû noter aussi. Absolument. Et souvent, nous, dans l'école de plongée, enfin chez nous, on distingue souvent le plomb
nécessaire du plomb psychologique. Tu peux être certain que la plupart du temps, dans les formations qu'on va dispenser, on finit par atteindre avec les plongeurs le bon lestage et on est obligé de se disputer pour s'assurer que les plongeurs maintiennent ce bon lestage, mais ne rajoutent pas à la fin des formations ce plomb psychologique qui les rassure avec cette sempiternelle peur d'être aspiré par la surface. La surface n'aspire pas, c'est un défaut de technique qui vous projette à la surface, mais par contre la surface n'aspire pas. Et j'en profite pour le dire différemment, mais le redire quand même, c'est que tout ce test de lestage, il se fait dans un contexte de conscience bien précis, à savoir qu'il y a l'impératif d'avoir une ventilation qui est bien adaptée dans les différentes phases du test, à savoir le volume courant pour tester qu'on est en haut du masque et l'expiration forcée au moment de descendre, ou le volume optimal quand on est en recycleur et l'expiration du volume de boucle pour descendre. Cette précaution, elle est contre nature pour le plongeur. Parce que le moment où le plongeur démarre sa plongée est toujours un instant de stress. C'est un moment où on quitte la surface pour rentrer sous l'eau. Et naturellement, chez tous les humains, le moment où on se retrouve en situation de stress amène à augmenter le volume ventilatoire. Et donc souvent, on est obligé, et ça c'est aussi une des vertus d'aller plonger dans une piscine ou dans une mare, c'est que comme vous avez le temps, vous allez pouvoir mentaliser et vous concentrer sur votre capacité dès le début de la plongée à adopter un type de ventilation qui est adapté à la plongée. Comme par hasard, la consommation du plongeur s'améliore souvent au milieu de la plongée, c'est-à-dire quand on commence à être à l'aise. Et bien l'idéal, c'est de briser cette habitude et de réussir à développer chez vous cette capacité à adopter la bonne ventilation en plongée dès le début de la plongée et pas après un délai de carence. Moi, ça me semble très clair. Avant de passer au prochain type d'exercice que tu peux faire, on a justement sur ce point-là une question de Kevin qui demande si rajouter 1 kilo pour s'aider au palier lorsqu'on fait des plongées à 40 mètres est une bonne idée. Si on part du principe dans la question de Kevin que ce kilo est un petit kilo superflu partant d'un lestage initial qui est parfaitement évalué dans les règles de l'art, un petit kilo supplémentaire n'aura pas un énorme impact en termes de surlestage et d'augmentation du volume du gilet en immersion. Toutefois, si jamais il avait un lestage initial qui était mauvais, ça rajouterait au problème. Donc, il en va de sa lucidité, à savoir si son lestage initial est vraiment bon, si c'est vraiment le cas et qu'un petit kilo supplémentaire lui offre plus de confort, par exemple en toute fin de plongée, quand le niveau de pression dans la bouteille est très faible et donc lui permet de ventiler de manière plus confortable, pourquoi pas, mais ne vous laissez pas tenter par le surlestage psychologique pour vous rassurer, parce qu'il va le confort qu'il va vous offrir dans la profondeur des paliers, vous allez la payer très très cher en immersion au fond pour tirer ce volume supplémentaire. Bon, merci pour vos retours. Est-ce que tu voudrais ajouter un point ou on passe sur la suivante des exercices Écoute, que tu fais en moi, piscine? de mon côté, en termes de lestage, j'ai tout dit et je pense qu'on va passer à la suite avant de vous présenter à la fin de toutes ces images quelques suggestions d'exercices. Je vois aussi dans le fait de travailler dans des environnements extrêmement confinés. Alors là, c'est pas vraiment raccord comme image, mais là, vous avez une image d'un plongeur qui est dans les Bon, tu es en entrailles épave quand même. ouais, qui est en épave. Donc c'est pas de la plongée, c'est pas de la plongée en piscine. Mais par contre, la plongée en piscine permet parfaitement de reproduire le caractère exigu de certaines épaves. Ces épaves qui nécessitent du coup d'avoir beaucoup de précision technique dans vos déplacements, dans votre flottabilité, parce que le moindre contact que vous allez avoir avec les parois ou avec le fond va immédiatement provoquer euh, de la dispersion de la vase et troubler votre visibilité et donc du coup dégrader votre sécurité. La piscine a aussi ça comme vertu de vous permettre de travailler dans un environnement qui est un petit mouchoir de poche et qui va exiger de votre part beaucoup de précision technique. Et on va en reparler tout à l'heure quand on va voir les images, mais notamment travailler sur vos techniques de palmage, votre frog kick, votre back kick, l'hélicoptère turn qui est une variante du back kick pour apprendre, en plus de gérer votre flottabilité, à optimiser vos positions dans l'eau et donc vous retrouver systématiquement à l'endroit où vous voulez être et de ne pas subir votre statut sous l'eau. Il y a peut-être, je pense que l'un des exercices, je m'en suis rendu compte en novembre-décembre dernier lorsque je suis allé en Égypte pour faire une formation qui s'appelle Human Factor, qui a pour but de faire de la prévention de risque. Et j'avais amené ma caméra à 360 et j'avais filmé à 360.
Et je m'étais rendu compte que finalement, le plus difficile, c'était pas forcément de plonger, de communiquer, de faire les exercices qui étaient demandés. Le plus difficile, c'était pour ceux qui n'étaient pas en train de faire les exercices, d'être statique et de rester finalement statique au même endroit, sans se faire influencer par les conditions environnementales, soit par eux-mêmes finalement. Et j'ai vu des plongeurs avec plusieurs centaines de plongées, hein, des plongeurs qui étaient bien formés, qui finalement avaient des sortes de tics de mouvement qui les faisaient tourner plus ou moins en rond. Et je pense que dans un cadre justement confiné, comme tu vas nous le montrer tout à l'heure, ça peut être très formateur de ne pas pouvoir et de se rendre compte quand on bouge. Absolument, absolument. Pour ce type d'environnement, le fait d'avoir ces mouvements de bras qui vont vous positionner, vous permettre de tourner sur les côtés, c'est totalement incompatible. On ne peut pas se permettre dans ces environnements-là de se déplacer avec les mains, avec le risque aussi dans un environnement très confiné d'être très proche de son binôme et de prendre le risque de lui arracher un masque ou son embout. Donc de toute façon, évidemment, c'est proscrit. Et donc, la capacité à développer ce type de technique va considérablement améliorer votre niveau global ainsi que et potentiellement votre niveau d'instructeur, parce que ce que tu étais en train d'évoquer, Kevin, c'est très vrai. Et souvent, la position de l'instructeur qui est en train d'enseigner la plongée sous-marine à ses élèves, d'abord, elle peut avoir un côté, un caractère d'exemplarité, mais le moniteur qui a du mal à se maintenir statique devant ses élèves pour les évaluer, pour pouvoir intervenir en cas de problème, si vous n'arrivez pas à maintenir cette position devant votre élève, ben vous n'allez pas réussir à faire du bon travail, même si vous avez toutes les richesses pédagogiques à transmettre. Votre capacité à vous maintenir sous l'eau et à rester au bon endroit, positionné au milieu de vos élèves, va vous permettre d'être plus efficace. Si on passait maintenant au niveau de la flottabilité. Alors, on peut passer au niveau de la flottabilité maintenant. Donc, je pense que c'est l'image suivante. Tout à fait. Ouais, Quel lien fais-tu entre la flottabilité et le bon de lestage? Ils fonctionnent ensemble, ils mais fonctionnent quelle ensemble. différence tu peux y mettre? Il n'y a pas de différence. Le lestage est un prérequis. Le lestage, c'est ce qui permet de neutraliser le plongeur pour que le plongeur sous l'eau puisse s'immerger, maintenir une flottabilité à profondeur de palier et pouvoir évoluer avec un lestage qui soit optimisé pour ne pas être obligé de rajouter de trop grosses quantités d'air à l'intérieur du gilet qui vont impliquer beaucoup de traînées lors du déplacement. Mais donc, c'est absolument un prérequis. Si vous n'avez pas le lestage adapté, vous allez vous disputer, vous allez vous battre contre vous-même pour avoir la flottabilité la plus adaptée. Et il me paraît intéressant de profiter de la mare au canard, de la piscine pleine de feuilles, pour travailler votre flottabilité. Et travailler votre flottabilité, alors ça va dépendre de la configuration que vous utilisez. Est-ce que vous êtes un plongeur circuit ouvert ou un plongeur circuit fermé? Et ce que je vais vous dire là, moi j'aimerais que tous les plongeurs puissent l'avoir profondément ancré dans le cerveau, avec un haut degré de, de confiance en ces éléments de méthodologie, pour que ce soit finalement le logiciel qui active le raisonnement du plongeur en temps réel, tout le temps, en continu sous l'eau, pour que la flottabilité soit optimisée. Sur votre capacité à vous stabiliser, déjà, on va se fixer, comme on est dans un environnement de petite profondeur, il convient de définir quelle est l'exigence ou la précision que l'on entend maintenir pendant ces exercices. Moi, il me paraît intéressant d'avoir un degré de précision dans vos exercices qui va osciller au début entre 0 et 4, dans les 40 cm, mais qui assez rapidement va se resserrer dans les 10 à 20 cm pour que tous vos exercices se fassent dans un espace de profondeur qui est extrêmement réduit et où vous allez travailler quasiment au centimètre près. Pour y parvenir, vous allez devoir gérer une méthodologie très précise, qu'il s'agisse du circuit ouvert ou du circuit fermé. Déjà, sur la question du circuit ouvert, la bonne flottabilité, elle réside dans la bonne ventilation. Et la bonne ventilation, elle réside dans la ventilation avec l'amplitude la plus réduite possible. Si vous ventilez sur l'intégralité de votre volume, vous n'allez faire que monter et descendre. La clé de l'efficacité, pour ne pas avoir de variation de flottabilité, ça va être d'avoir une ventilation avec une amplitude réduite pour qu'à chaque fois que vous êtes déjà dans la phase de montée, après votre inspiration, vous soyez déjà en train de souffler pour que vous soyez toujours dans l'inertie et dans le contre-pied. Donc il y a une notion d'amplitude. Et ça, la piscine s'y prête très très bien pour travailler sur cette amplitude. Ensuite, le positionnement. Est-ce que vous allez respirer
sur la partie supérieure de votre poumon. C'est-à-dire, je suis en inspiration max et je souffle un tout petit peu et je reprends une inspiration max, ou au contraire, je souffle tout mon gaz et je suis en bas et je reprends une inspiration un tout petit peu et je souffle. Dans les deux cas, j'ai respiré exactement la même quantité de gaz, mais soit en bas, soit en haut de mon poumon. Moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de la plongée, c'est d'avoir une petite amplitude au milieu. Et si j'ai cette petite amplitude au milieu, je vais affiner ma flottabilité. Cette technique ne fonctionne que si j'ai un bon référentiel pour réagir. Et le bon référentiel, c'est votre capacité à observer le milieu et à prendre des points de repère efficaces. Le seul point de repère universel qui fonctionne dans tous les environnements, les mares, les piscines, la mer, les lacs, c'est les particules. Les particules, c'est les petites poussières en suspension dans l'eau. Ce sont des éléments de plancton ou des éléments végétaux en décomposition. Ces éléments sont toujours neutres dans l'eau et ne bougent pas à la différence d'une petite bulle. Si votre regard est calé sur une particule et que votre regard ne bouge pas devant cette particule, vous êtes parfaitement stabilisé. Pour atteindre une profondeur de travail, si jamais je pars du principe que je veux travailler à 1,50 m, moi le conseil que je vous donne, si vous voulez avoir un haut degré de précision dans votre flottabilité, ne vous servez pas de votre ordinateur. J'ai mon ordinateur devant moi avec ma profondeur qui s'affiche. Dans le prolongement de cet ordinateur, je tire une ligne horizontale virtuelle qui suit la direction de mon corps. Et dans ce prolongement, là, je vais faire le focus sur les particules qui sont en suspension devant moi. Mon ordinateur indique 1,2 m. Je tire ma ligne horizontale virtuelle. Je vois les particules qui sont donc au même niveau que moi devant moi. Et j'essaye d'estimer 30 cm en dessous de ces mêmes particules, des particules qui seraient donc à ma profondeur souhaitée de travail, soit 1,50 m. Et je me focalise sur ces particules. Dès que ma ventilation s'est bien calée pour que je reste parfaitement stabilisé devant ces particules, coup d'œil rapide sur l'ordinateur et je refais ma ligne horizontale virtuelle pour vérifier que je suis bien ajusté devant les particules devant lesquelles je veux travailler. Et je fais ça en aller-retour. Mais mon regard est toujours focalisé sur les particules. Vous pouvez faire ça pendant des heures dans votre piscine. Vous pouvez faire ça en augmentant votre degré de précision et vous allez atteindre un haut niveau de technicité en termes de ventilation. Vous pouvez faire la même chose avec votre recycleur. Et là, on va évidemment adopter une technique un peu différente avec votre recycleur pour atteindre le plus grand niveau de précision en termes de flottabilité. Vous allez, dans l'ordre, ajuster vos différents volumes, toujours vous assurer que votre combinaison étanche, et ça je ne l'ai pas indiqué quand on a parlé du circuit ouvert, mais cela va sans dire, que vous avez dans votre étanche le niveau minimum. Et ça, c'est une habitude qui n'est pas toujours facile à respecter, surtout pour les plongeurs qui ont l'habitude de plonger dans des eaux très froides. Si vous avez froid dans votre étanche, quand votre étanche est vide, rajoutez des coups, mais ne rajoutez pas de l'air. Si vous rajoutez de l'air, vous avez un volume de gaz qui se balade dans votre étanche et qui va nuire à votre trim. Donc, volume minimum dans l'étanche, avec la purge complètement ouverte. Je m'assure que j'ai, à la suite de ça, et seulement à la suite de ça, le volume optimal à l'intérieur de la boucle. Le volume optimal à l'intérieur de la boucle, c'est quoi? C'est le volume qui permet de respirer confortablement, mais sans en avoir en excès. Il s'évalue avant de se régler. Il s'évalue comment? En prenant une inspiration max. Si vous recrutez l'intégralité de votre volume inspiratoire, à l'issue de cette inspiration max, vous devez ressentir qu'à l'intérieur du recycleur, à l'intérieur de la boucle, il n'y a plus de volume disponible. Vous êtes à la limite du déclenchement de l'ADV où vous avez même déjà ressenti le collapse parce que votre ADV est verrouillé. Si vous ressentez ça, vous avez le volume parfait à l'intérieur de la boucle. Si vous ne ressentez pas ce squeeze à la fin de l'inspiration max, il y en a trop, il faut en enlever pour retomber sur le bon niveau. Si ça coince avant, vous en rajoutez. Une fois que ce volume est totalement ajusté, si je ne suis pas encore parfaitement stabilisé, que je suis obligé de mettre un petit peu des petits coups de main ou des petits coups de palme, je vais progressivement rajouter de manière micrométrique ce qu'il faut dans le gilet pour atteindre et maintenir le point de neutralité. Et ensuite, je m'assure que je reste bien à la profondeur de réglage parce que mon réglage n'est valable qu'à la profondeur à laquelle je le réalise. 10 cm au-dessus, je deviens positif. 10 cm en dessous, je deviens négatif. Donc je m'assure, et c'est en ça que la gestion de la flottabilité repose évidemment sur la prise de repère. Tout ce que vous faites doit se faire avec une prise de repère permanente sur les particules pour vous assurer que ça ne bouge pas. Et faites-le
de manière inlassable. Faites-le, faites-le, faites-le et affinez votre degré de tolérance pour commencer sur 40 centimètres et progressivement essayer de vous affiner sur des toutes petites amplitudes de profondeur. Et après, vous pouvez vous amuser dans une piscine qui fait 2 mètres à faire varier cette profondeur, de vous fixer le challenge de rester stabilisé à 1 mètre, à 1 mètre 20, à 1 mètre 50. Et après, quand vous aurez réussi à faire ça, le faire à 80 mètres de profondeur, eh ben, ça deviendra de la rigolade. Je connaissais pas du tout la particule. Moi, je me suis formé pendant des années lorsque je faisais mes formations de plongée, mais même en eau chaude, hein, dans des piscines où je me calais sur des carreaux et puis on jouait à des jeux, on se donnait le nombre de carreaux, on essayait de monter ou de descendre. Et donc, on avait nos points de repère précis. Mais la particule, je te remercie, Nicolas. Je sais Bah, pas si ça fait quoi des exercices que des personnes dans le chat peuvent faire, mais moi, je ne l'utilisais pas comme ça. Enfin, je n'utilise globalement pas la particule. la particule a ça d'intéressant, qu'on en a partout, alors que les carreaux de la piscine, quand on est en mer, ils n'y sont plus. Et donc, c'est en ça qu'on essaye de reproduire des conditions qui sont des conditions exigeantes, parce que finalement, on se rend compte que se stabiliser face à un support, ça pose jamais de problème. Là où la plupart des plongeurs arrivent à réaliser des gestes techniques très difficiles en étant à 1 mètre du fond, quand tu leur fais faire ces mêmes exercices en pleine eau, on voit plus le fond, on voit pas la paroi, et ben il n'y a plus rien qui va parce que justement, on n'a pas d'éléments visuels sur lesquels s'appuyer. On a quelques réactions dans le chat. Est-ce que travailler la flottabilité à l'envers ou dans d'autres positions peut aider? Alors, pour le recycleur, je ne sais pas. Moi, je me pose quand même la question en tant que plongeur, je voudrais ton avis. Si on est sur des eaux, vraiment des profondeurs très très minimes, si je me mets sur le dos, je vais avoir mes poumons, donc ma partie qui va avoir du gaz, qui va créer une variation encore plus haute parce qu'elle sera sur le haut en théorie. Ça peut rendre les exercices plus difficiles et même désagréables parce que même il y a de l'eau qui peut rentrer dans le détendeur. C'est des choses que tu as déjà essayé ou pas? Alors, le fait de travailler à l'envers, Guy, c'est une question intéressante, très intéressante, et je vais d'ailleurs vous proposer un petit exercice en la matière. Il n'y a pas vraiment d'impact sur la position du poumon, comme tu le décris, mais plus un impact sur l'orientation des voies aériennes supérieures. Quand un plongeur se retrouve allongé dans l'eau, sa gorge, sa bouche génèrent une position de siphon. Et donc, l'expiration doit forcément être active. Alors que n'importe quel plongeur qui va se mettre sur le dos va avoir les voies aériennes supérieures qui vont être totalement dégagées et donc provoquer une expiration massive, totalement passive. Donc il peut y avoir un grand intérêt quand vous êtes en piscine, si vous voulez améliorer la qualité de votre poumon ballast, vous videz complètement votre gilet, vous vous posez sur les fesses, sur le culot de votre bouteille, et là ce que je vous dis c'est que en circuit ouvert, sur le cul de votre bouteille dans le fond de la piscine, donc vous êtes allongé sur le dos, vous allez sur une ventilation constante sur le volume courant, mettre juste ce qu'il faut de gaz dans le gilet pour vous retrouver en flottabilité nette sur le dos. Vous allez essayer de maintenir cette flottabilité sur le dos pendant au moins 15-20 secondes, ce qui n'est pas simple parce que c'est une position qui n'est pas très propice à avoir des repères horizontaux devant soi. Et dès que vous vous sentez suffisamment à l'aise dans cette position sur le dos, vous allez pivoter avec un petit coup de palme et vous remettre sur le ventre. Et bien là, vous allez vous rendre compte que vous allez systématiquement monter parce que quand on est sur le ventre, l'expiration nécessite beaucoup d'énergie parce que ça devient une expiration active. Et c'est votre capacité à générer cette expiration active qui va vous amener à travailler et à optimiser la puissance de votre poumon ballast. Donc là, il peut y avoir un grand intérêt à travailler sur le dos. Et ça aussi ça d'intéressant, donc Guy, pour répondre à ta question, que le travail à l'envers va complètement perturber la prise de repère et les sensations. Comme après, on ne va pas faire ça régulièrement, je ne pense pas qu'il faille s'y consacrer pendant des heures, mais ça a forcément des vertus. Bah, merci pour ta question, Guy, du coup. Même moi, j'apprends des choses. Est-ce qu'il y a Je te d'autres points que tu propose, Kevin, voudrais... qu'on passe peut-être à l'image suivante, sauf si le chat a des questions à nous poser. N'hésitez pas. Il y a toujours un petit délai entre le moment où vous écrivez vos questions et nous, on peut les lire parce qu'on est en avance d'une vingtaine de secondes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et au pire, on revient en arrière. Il n'y a aucun souci. Et on en Merci, les profite amis. pour remercier tous les internautes qui sont là ce soir parce qu'on a donc 70, à l'instant même 70 spectateurs actuellement de cette session hivernale de Radiotech Marseille. Et ben pour un sujet qui pourrait être qui pourrait nous refroidir, et ben pour autant il y a quand même des personnes présentes, donc des passionnés.
Donc on vous remercie à tous pour votre participation. C'est un sujet qui est finalement plus technique que je le pensais, notamment là avec les questions que le chat pose. Donc c'est pour ça, surtout, n'hésitez pas les amis. C'est vous qui nous permettez d'ajouter un maximum de valeur à cette petite émission. Donc je passe à la suivante, où Allons-y. là, je te laisse faire la présentation quand même, parce que tu n'as Oui, pas choisi n'importe quelle photo. Et j'ai pas choisi n'importe quelle photo et n'importe quel plongeur, hein. J'en profite pour passer un bonjour à Xavier Méniscus. Je me suis permis de lui voler cette image qui traîne sur la toile. Mais c'est une photo qui est extrêmement intéressante et qui est évidemment, qui doit être inspirante pour tout le monde parce que, alors, on n'est pas tous en double recycleur, en double scooter pour aller atteindre des profondeurs abyssales sous terre. Mais quels que soient vos objectifs, quels que soient les rêves que vous poursuivez en plongée, bah, parfois ces rêves nécessitent des configurations de matériel qui sont pas évidentes. Alors quand on fait du Unitrox confirmé avec un monobouteille et un bloc de déco, c'est une chose. Quand on commence à utiliser un recycleur avec plusieurs bail-out, et ben là ça commence des fois à se corser. Vous vous rendez compte que l'utilisation d'une bouteille supplémentaire sur le côté peut provoquer un phénomène de roulis, que le fait d'avoir deux bouteilles du même côté rend l'accès à un anneau un peu difficile et on a toutes les peines du monde à accrocher sa bouteille. Et ben la piscine, là, une fois de plus, c'est votre meilleur ami, hein. C'est l'occasion de faire de nombreux réglages sous l'eau, de tester, de faire des expérimentations, de voir quel est l'impact de vos différents éléments de matériel, que ce soit vos bail-out, où est-ce que je mets mon parachute, où est-ce que je mets mon lestage, pour vous assurer que ça n'ait pas d'impact négatif sur votre équilibre, sur l'ergonomie, sur votre capacité à vous saisir des éléments, et donc de pouvoir travailler tranquillement. Alors, petit point de vigilance, attention, hein, pour ceux qui pratiquent ça en piscine. Les piscines, souvent, c'est quand vous avez des piscines avec du carrelage, avec des margelles en céramique ou quoi, quand vous manipulez des bouteilles là, vous faites gaffe de ne pas péter, de pas péter les piscines parce qu'on a vite fait de faire tomber des éléments et de péter des trucs. Mais sinon, c'est définitivement un environnement qui est très intéressant et qui vous permet d'affiner votre technique, d'affiner le positionnement de chacun de vos accessoires, de vos mousquetons, et donc de gagner du temps sur le temps que vous allez passer en mer. Et c'est un petit peu dommage de partir en mer dans des moments où vous devez profiter de vos explorations pour ensuite ajouter des mousquetons au centimètre près, alors que là, vous avez tout le loisir et le temps de le faire. Et on fait un petit clin d'œil à Max qui est parmi nous et je crois qu'il est passé en double jockey justement. Eh ben, écoute, c'est effectivement une configuration qui est exactement la même que celle qu'on voit là et qui est particulièrement intéressante, qui est exigeante parce qu'elle demande encore plus de vigilance dans la gestion des volumes, mais qui est particulièrement intéressante et c'est pas pour rien qu'elle a été plébiscitée par la plupart des explorateurs les plus téméraires. On a deux retours par rapport à la slide précédente de Yotso et Enjoy Your Life. Alors je comprends pas la direction que Enjoy Your Life veut prendre sur le fait qu'on n'ait pas abordé la répartition des masses. Peut-être que c'est moi qui comprends mal la question. Alors la répartition des masses, on l'a particulièrement abordé dans le volet sur l'ajustement du gilet et du trim, Euh, l'ajustement il, du lestage et du trim. il parlait dans le fait d'être sur le dos. À la répartition des masses sur le dos, je ne suis pas persuadé que la répartition des masses sur le dos ait vraiment un impact pour le plongeur, parce que quand tu es sur le dos, à l'inverse du moment où tu te retrouves sur le ventre, dans la longueur, la masse est la même du point de vue de l'équilibre, elle va juste être inversée. Donc, je ne suis pas certain. Alors, il y a peut-être un élément qui m'échappe. Alors, Enjoy Your Life, peut-être que tu peux préciser exactement ce que tu sous-entends par là, mais je ne vois pas forcément l'impact que ça peut avoir ou les vertus que ça peut avoir à le travailler. Et pour Et répondre à Yotso concernant la question du harnais, le harnais de l'Est pour les étanches, c'est un accessoire qui est intéressant. D'un point de vue de la sécurité, déjà, il est particulièrement intéressant parce que tout ce que vous mettez comme lest dans un harnais, déjà, vous ne pouvez pas le perdre. Parce qu'il est pris en sandwich entre votre gilet et votre dos, donc le risque de le perdre est extrêmement faible. Il est souvent aussi intéressant parce que, à la différence d'une ceinture de plongée que vous avez à la taille, qui ne l'offre aucune latitude de réglage, vous avez à la taille, il est à la taille, vous n'allez pas vous le mettre au milieu du dos ou au milieu des cuisses. Donc la ceinture, c'est pas toujours très intéressant. Le harnais a ça d'intéressant qu'il permet assez facilement de faire monter ou descendre le plomb dans le dos du plongeur. Alors c'est pas toujours très confortable en revanche, parce que comme c'est un élément qui est intermédiaire et qui vient en sandwich entre le dos et le scaphandre, bon des fois il peut provoquer des points durs et pour des plongées très très longues, c'est pas toujours très agréable.
quand on l'utilise, souvent, il est préférable de l'utiliser avec des plaques de plomb. Alors, moi, je suis pas un grand fan des grenailles parce que souvent, d'ailleurs, ça se délite et ça pourrit, c'est très polluant. En revanche, les plaques de plomb sans orifice pour faire passer la ceinture, ça, c'est très, très bien. Et ça permet de régler très précisément son lestage et son trim. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, ça demande toujours un peu de manip. Alors là, dans la perspective de la plongée en piscine, c'est sûr que si votre réglage n'est pas bon, il faut sortir de l'eau, il faut enlever votre scaphandre, il faut ajuster la position du plomb à l'intérieur du harnais après avoir apprécié la qualité du trim. Donc ça demande un peu du temps, mais la piscine, ça sert à ça. C'est amusant parce que je vais me permettre de donner un avis un petit peu différent, même si tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Dans ma perspective, le harnais, c'est quelque chose qui me fait assez peur pour avoir travaillé avec. Tu sais, j'ai fait des plongées classées B de travaux sous-marins. J'ai fait plusieurs missions et j'ai déjà vu des collègues en difficulté et qui n'auraient pas pu larguer leur harnais et qui ont eu chaud en fait. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire Le, par là. C'est vrai le que harnais en surface, tu souvent, coules. le lestage, normalement, est censé neutraliser le plongeur pour pouvoir descendre. Donc finalement, le seul cas où le largage du lestage peut être indispensable, c'est si dans les quelques secondes je ne me retrouve pas à la surface, je vais me noyer. Mais dans la plupart des plongées que nous on est amené à pratiquer, surtout quand c'est des plongées à décompression, Mhm. si tu n'as plus ton lestage, tu vas pas pouvoir finir ta plongée dans les bonnes conditions. Tu vas pas pouvoir tenir C'est ton vrai. palier. Donc moi, je suis plus inquiet par le fait de perdre mon lestage. Et c'est en ça d'ailleurs que dans la pratique de la plongée technique, la poche réglable n'a pas sa place. Bon, la poche de lestage largable, Mhm. selon les modèles, des fois, il suffit de les effleurer pour qu'elles se décrochent. Ou Petite alors, elles peuvent pensée ne pas bien se cliquer. aux poches. Alors, moi, c'est les poches Aqualung que je n'aime pas du tout et qui vieillissent très mal. Elles sont très bien au début et passé plusieurs années, je sais pas s'ils l'ont refaites, mais tu sais, t'as différents modèles de poches Larga. T'as celle juste où tu tires et celles-là peuvent mal vieillir et se larguer toutes seules. Et après, t'as celle de Scuba Pro qui, elle, demande une action pour être larguée. Ça, c'est moi ce que j'utilise, ce que j'aime beaucoup. Voilà. Mais, Là, mais en en la matière, largable, il faut c'est être très inquiétant. très prudent parce que dans le cas de la plongée engagée, la perte du lestage, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc, le seul cas où vraiment ça pourrait être indispensable, c'est dans le cas où on a une étanche qui est complètement noyée et où le volume que l'on met dans le gilet ne permet pas de remonter. Et bon, c'est une situation qui est quand même Hmm. assez extrême. Mais je trouve que le risque de la perte de lestage est plus Il est importante plus important. que... Non, mais je pense que tu as beaucoup plus d'expertise que moi, mais je trouvais ça intéressant de rebondir sur moi, mon niveau qui est moindre, mais le question du harnais s'était posé. Reprends-moi si je me trompe, mais je crois même que dans la plongée d'IR, ou en tout cas dans la plongée technique, on plonge avec une étanche pour la protection thermique, mais aussi pour avoir une forme de redondance en termes de Absolument. flottabilité si nécessaire. Tout à fait. De manière générale, dans tous les domaines de la plongée technique, la redondance, c'est une obsession. Et la redondance sur la flottabilité en est une, évidemment, parce que dans l'hypothèse où vous vous retrouvez avec un gilet qui ne fonctionne plus, eh ben, le maintien à une profondeur ou la capacité à regagner la surface peut être totalement altérée. Donc une étanche, ça sert aussi à ça sert à pallier éventuellement un défaut de fonctionnement de votre gilet pour pouvoir regagner la surface. Dernier point, enfin sur la configuration, c'est vrai que là on a l'image d'un plongeur qui est très très équipé. Il y a différentes choses qu'on peut ajouter ou enlever. Et on a justement Kevin qui a une queue de castor. Alors si je me souviens bien, une queue de castor, c'est une sorte de barre que l'on met en bas du dos qui va permettre de fixer pas mal de choses, non? Bah, la queue de castor, c'est un petit élément qui vient souvent dans la prolongation de la machine ou du scaphandre, souvent d'ailleurs solidaire à la sous-cutale, qui est une petite plaque sur laquelle il y a des anneaux qui permettent d'accrocher des bail-out ou des accessoires sur la partie basse des fesses et non pas sur la ceinture comme on le fait sur la plupart des harnais classiques. Donc ça permet de l'accrocher en bas. Kevin, je suis incapable de te dire si c'est une bonne chose. Si tu en as besoin et si dans ta configuration de plongée, tu cherches à avoir justement des bouteilles qui sont très streamlinées, c'est-à-dire vraiment dans le prolongement du corps, fixées un peu en mode side mount avec des élastiques sur les côtés. La queue de castor est un bon équipement parce que ça permet d'avoir les bouteilles qui sont accrochées plus basses que si on les accroche à la ceinture. Est-ce que ça fait classe ou pas? Si ça fait classe. Quand c'est streamliné, quand c'est beau, souvent c'est que c'est bien et C'est que c'est vrai. efficace. Tu m'as déjà dit ça, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est quand quelque chose d'efficace, généralement, c'est quelque chose de beau aussi, en termes de positionnement.
Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais ajouter sur les configurations? Parce qu'on a parlé un petit peu de bien connaître son Maintenant, équipement. Il y a peut-être ouais, le drill aussi qu'on peut faire bah, pour tester son matériel. les drills, on va en parler tout à l'heure, hein, mais Mhm. définitivement, le fait de s'approprier sa configuration, ça consiste à s'assurer qu'elle est bien réglée, mais ça permet aussi de s'assurer que on arrive parfaitement à la manipuler. Donc, ça veut dire pouvoir actionner les robinets, ça pouvoir accéder à tous les mousquetons. Dans le cadre de la plongée DIR avec des configurations type longoz, ça permet de s'assurer que on développe les bons automatismes et les bons gestes pour accéder aux tuyaux longs, pour faire les valves drill, les S-drill, tous ces gestes techniques qui vous permettent d'être en parfait contrôle de votre configuration et de votre scaphandre. Donc là, il n'y a pas de limite dans les gestes. Tout ce que vous êtes amené à faire sous l'eau pour des raisons de sécurité ou d'exploration, ben, les pratiquer dans un environnement comme celui d'une piscine, il n'y a pas un environnement qui est plus efficace pour bien le travailler et le développer. On va passer sur la slide sur les différents drills qu'on peut pratiquer. Allons-y. Ah, on y est enfin. On va enfin avoir un peu des images parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, mais ça va valoir un peu le coup qu'on visualise ce que l'on peut faire. Alors là, dans les images qu'on vous propose, il faut comprendre quand même que Kevin, à force de me harceler, m'a dit, Nico, cet hiver, il faut que tu ailles dans une mare au canard avec le scaphandre de ton choix pour aller tourner des images pour le prochain sujet de Radiotech Marseille. Donc, je suis parti plonger pour la première fois avec une voiture, ce qui m'arrive pas. Normalement, c'est plutôt avec un bateau. Mais donc là, j'ai choisi de vous présenter des exercices en circuit fermé. Alors, on va évoquer aussi à l'oral des suggestions d'exercices en circuit ouvert. Mais là, je vous propose un certain nombre d'exercices. Alors, parmi les choses que vous pouvez faire en circuit ouvert et en circuit fermé, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est la notion de variation de profondeur. Le tout, évidemment, toujours bien stabilisé, bien trimé, en étant géostationnaire dans l'eau, en ayant des bonnes techniques de palmage. Donc la variation de profondeur, vous pouvez vous amuser dans votre piscine à faire le focus sur des particules et à monter légèrement, descendre légèrement et maintenir de manière durable une station face à une profondeur précise pendant plusieurs minutes. Vous pouvez faire d'autres choses, hein. Vous pouvez, quand vous êtes en recycleur, vous amuser à faire des changements de set point. Alors attention, dans une piscine, vous n'allez évidemment pas pouvoir basculer sur des set points à 1.3. Donc là, vous pouvez régler vos set points initiaux à une valeur de 0,5 pour le set point bas et 0,7, 0,8 pour le set point haut. Et vous amuser à faire des variations de set point pour vous obliger à ajuster votre volume de boucle et maintenir cette profondeur constante. Évidemment, vous avez aussi tout intérêt de vous concentrer à faire des passages sur bail-out. Le passage sur bail-out, c'est un élément qu'on constate beaucoup sur les entraînements et la plongée en mer. Il y a toujours des variations de flottabilité sur le passage bail-out. Pourquoi? Eh bien parce que le passage bail-out génère un niveau de concentration de stress qui est élevé. Et donc, à chaque fois qu'un plongeur passe sur le bail-out, souvent, au moment où il sort de la boucle et qu'il respire sur le circuit ouvert, eh bien, il prend une grande inspiration sur le circuit ouvert et donc il a tendance à monter. Donc, c'est le moment de se concentrer pour réussir à avoir un niveau de ventilation qui soit constant. Et donc, passage bail-out ainsi que des petites apnées. On peut s'entraîner à faire ça. Et c'est particulièrement intéressant dans le cadre de la plongée en circuit ouvert. C'est de vous entraîner et de le faire également quand vous êtes sur le bail-out. D'être avec votre détendeur, de respirer, de bien faire le focus sur une profondeur avec les particules devant vous. Et de vous entraîner à prendre à faire une petite apnée, mais d'avoir fait une apnée en ayant pris dans vos poumons le strict volume de gaz qui vous permet de rester stabilisé à la profondeur à laquelle vous voulez rester. Parce que là, souvent, l'apnée impose, dans l'esprit des mammifères que nous sommes, des grandes inspirations qui vont nous faire remonter à la surface. Et bien là, c'est le moment d'affiner le réglage pour avoir juste au millilitre près la quantité de gaz dans les poumons qui permet de rester parfaitement stabilisé sur des petites apnées. Pareil en recycleur, les retours boucles. Donc quand on est avec le recycleur, vous pouvez vous entraîner à sortir du bail-out pour rentrer dans la boucle. Là, pareil, d'avoir repris sur le bail-out juste la quantité de gaz qui permettait de rester parfaitement neutre dans l'eau, pas plus, pas moins, de revenir sur la boucle, de souffler juste ce qu'il faut pour enlever la petite quantité d'eau qu'il y a dans l'embout et de réouvrir.
et le tout pour rester parfaitement stabilisé à la même profondeur. Et ça implique d'avoir un vrai contrôle sur la quantité de gaz que vous respirez. Vous pouvez évidemment vous amuser à faire des rinçages. Alors, les rinçages diluants dans une piscine, assurez-vous que vous n'avez pas un reste de trimix dans votre recycleur quand vous faites ça pour éviter les risques d'hypoxie. Mais ça va vous faire beaucoup travailler parce que ça va faire descendre les PPO de très très basses. Et ça va bien vous aider. Vous pouvez vous amuser à faire des flushs de combinaison. On va vous montrer ça en image après. Évidemment, les vidages de masque. Alors, profitons de l'hiver pour se faire du mal, hein. Là, votre Marocanard, avec sa température abominable, forcément, le vidage de masque, ça va vous taper sur le front comme une vieille glace au citron. Mais ça permet aussi d'apprivoiser sa ventilation, le choc thermique sur le visage et entraînement difficile, guerre facile. Si vous faites ça dans des conditions très très exigeantes en hiver, et bien quand vous serez amené à refaire ça en été, et ben ça ira mieux. Et le vidage de masque peut souvent être un sujet pour beaucoup des plongeurs. Ben donc n'hésitez pas, c'est le moment de se tanner le cuir dans des conditions choisies et de progresser sur le sujet si c'est un sujet qui vous préoccupe. Pour vous entraîner sur votre flottabilité, entraînez-vous à faire des choses basiques. Toutes les combinaisons étanches sont équipées de grosses poches latérales. Rangez des choses à l'intérieur de vos poches et amusez-vous à fouiller dans vos poches tout en maintenant un haut niveau de précision dans votre flottabilité. Pareil, amusez-vous à fouiller dans votre ordinateur. Vous avez un Shearwater au poignet ou une montre Garmin. Profitez de vous maintenir à profondeur constante et pendant que vous faites le focus sur vos particules, baladez-vous dans tous les menus accessibles de votre ordinateur tout en maintenant votre flottabilité. Ça va vous amener à bien connaître votre ordinateur que vous n'avez peut-être pas toujours le temps d'explorer quand vous êtes en immersion en mer parce que vous avez mieux à faire, il y a du poisson, vous avez des binômes. Là, vous n'avez que ça à faire. Entraînez-vous à le découvrir sous toutes ses coutures et surtout en faire un prétexte pour toujours bien vous stabiliser. Et en la matière, je ne saurais trop vous conseiller d'être exigeant avec vous-même. Soyez précis sur votre position, sur votre flottabilité, sur le maintien de la profondeur. C'est ça qui fait que vous allez progresser. Et sauf si vous avez des questions, je te propose, Kevin, qu'on lance quelques images pour illustrer ce qu'on vient de se dire. Là, on a la séquence où tu es tout de suite dans l'eau. Est-ce que tu veux qu'on montre le cadre bucolique quand même pour un aspect un petit peu plus... Pourquoi pas? Pourquoi pas? La mise en contexte. C'est pas la un- c'est pas la Marocanard, hein. Il y a un peu c'est de pas, feuilles au fond de c'est la pas la piscine. mare au Mais canard. voilà, Il y c'est a une de la petite piscine. palmeraie. C'est une petite piscine pas bien grande dans laquelle tient un plongeur, pas plus, mais dans laquelle on arrive à faire tous les exercices nécessaires. Alors, il y a au point le plus profond 1,80 m. Donc, c'est une piscine qui est passée un peu pour le travail. Elle exige de travailler à des toutes petites profondeurs. Et là, pour les exercices que j'ai fait, j'ai travaillé à quelque chose comme 1 m, 1 m 20 de profondeur. Alors, vous avez vu, j'ai une sécu surface hein, là, à poil qui s'assurait que tout se passait bien. Et C'est exactement ce que j'allais te demander si elle avait son RIFAP ou pas. On s'est fait la remarque, pour ceux qui se demandent, ça, ce sont les nouvelles combinaisons d'Avatar que tu viens de oui, recevoir. c'est les nouvelles combinaisons Avatar. Donc, vous avez certainement déjà vu les combinaisons Avatar bleu foncé, bleu gendarmerie. Là, on est sur un modèle Avatar qui est le modèle Heron, qui est avec un tissu beaucoup plus épais, sur lesquels on peut rajouter des manchons et des collerettes en silicone. Et nous, désormais, c'est les combinaisons qu'on utilise pour notre parc de combinaisons de location pour tous les plongeurs qui viennent plonger chez nous et qui veulent soit se former à l'étanche, soit plonger en étanche. Et donc, c'est désormais les modèles qu'on utilise qui sont de là, pour le moment, de ce qu'on en a essayé, vraiment très, très, très bien. D'accord. J'avais eu la chance d'utiliser les bleus. J'ai pas encore pu tester celle-là. Mais ce sera un autre sujet, mais je pense d'ailleurs que ça pourrait être l'objet d'un futur live, justement, cette question des combinaisons étanches pour la plongée technique. Alors, voyons Alors, maintenant notre alors aventurier des Marocanards. dans la mare au canard, qu'est-ce qu'on peut y faire pour progresser et devenir un plongeur plus efficace, un meilleur plongeur? Alors, la première question qui se pose, c'est évidemment la flottabilité, le lestage. Donc là, je ne l'illustre pas forcément dans les images que je vous montre, mais il y a bien une petite phase de test pour s'assurer que le lestage est cohérent. Effectivement, je suis avec un recycleur JJCCR qui fait partie des recycleurs que j'utilise déjà depuis quelques années, que j'affectionne particulièrement. Et donc,
Là, vous voyez à l'image déjà des phases très statiques. On essaye de ne pas bouger les mains, on essaye de ne pas bouger les jambes et on essaye d'apprécier l'efficacité et la précision et de la flotta et du trim. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est un maximum d'horizontalité. On va allonger les bras, allonger les jambes et on va essayer de vérifier s'il y aurait un phénomène de bascule vers le haut ou vers le bas. Alors, mon recycleur avait un petit problème d'embout, donc j'ai été obligé d'ajuster ces éléments-là. Vous voyez que du coup, la flottabilité est, cette partie-là, pas faux folle. Et dans ces phases initiales dans la piscine, vous allez pouvoir vraiment vous assurer que vous avez un niveau de trim qui est correct et qui va vous permettre d'avoir une position parfaitement horizontale, sans effort à maintenir. Si tu veux aller un petit peu en avant, Kevin, D'ailleurs, je me permets, je trouve que même d'un point de vue pédagogique, moi c'est quelque chose que je compte mettre en place dans les années à venir en développant moi-même des petits modules de formation complémentaires. Mais le fait de prendre une caméra et de se filmer sous l'eau, c'est très puissant parce que ça te permet d'avoir vraiment un œil très précis et de pouvoir te juger comme tu jugerais justement des élèves. Absolument. Et on ne l'a pas inventé, hein, parce que depuis très longtemps, les danseurs travaillent comme ça, dans des salles avec des grands miroirs qui leur permet d'observer la précision de leur mouvement. Mais là, c'est pareil, hein, on va profiter de cet environnement-là, et de la caméra éventuellement, si vous avez l'occasion de rajouter une caméra à vos exercices, et de travailler très précisément. Donc là, ce que je vous montre, c'est que déjà, il y a l'exigence d'avoir un travail à 1,20 m de profondeur. Donc là, je travaille à 1,20 m et qu'est-ce que je fais? Je m'assure que j'ai d'abord un volume de boucle qui est OK. Donc là, mon étanche, elle est au minimum. J'ai un volume de boucle qui est OK qui me permet de prendre juste une inspiration max et j'ai fait le petit ajustement au gilet qui me permet de rester neutre. Là, vous voyez, les bras ne bougent pas. Les mouvements de jambes là me permettent uniquement de m'entraîner à faire un petit hélicoptère turn pour m'assurer que là, c'est pour s'entraîner à faire des rotations dans des environnements, dans des endroits extrêmement exigus. Mais ça me permet aussi d'apprécier que je n'ai pas de phénomène de bascule en avant ou en arrière qui voudrait exprimer un défaut dans le trim. Ces petits exercices de palmage, vous avez tout intérêt à vous entraîner à les faire parce que ça, c'est pas toujours en mer sur des plongées où on va de l'avant, où on explore, où on avance. Mais là, vous avez l'occasion de travailler dans un tout petit environnement. Et au plus l'endroit est étroit, au plus ça va vous obliger à ne pas toucher les bords. Et là, il y a vraiment une exigence forte sur ce genre d'environnement. Donc, c'est tout petit, oui, bien sûr, mais tant mieux, parce que ça permet de s'assurer qu'on est précis et qu'on a les mouvements les plus justes. Oui, et puis là en plus, au moindre ratage, tu vois le lever de particules. Absolument. Donc là, Est-ce- on peut aussi profiter de cet environnement pour faire du travail de palmage. Donc là, vous voyez un petit peu de frog kick. Mais on va aussi en profiter pour faire d'autres techniques de palmage, type du back kick, et d'optimiser la technique de travail et toujours dans cette idée d'améliorer l'arsenal technique du plongeur après dans des environnements plus sympas. Mais ces techniques de palmage, le back kick, il n'y a pas un endroit qui est plus adapté que la piscine pour le faire parce que vous avez le temps pour le faire. Vous pouvez même potentiellement un peu vous appuyer avec les mains pour, euh, pour vous faciliter la vie. Vous pouvez vous amuser à faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des petites apnées. Donc là, on retire l'embout et on va, pendant un petit moment, compter, je ne sais pas moi, 5-10 secondes et s'assurer qu'on maintient un bon niveau de précision en termes de flottabilité dans la mare au canard et travailler sur ces exercices pendant quelques temps. Alors après, on peut augmenter le temps, s'assurer qu'on a toujours le même degré de précision aux particules, qu'on ne modifie pas sa flottabilité. Et on peut faire plein d'autres trucs. On peut s'amuser, vous allez voir après, à faire des variations de PPO2. On peut s'amuser à faire des apnées plus longues. J'aurais une question concernant Oui. l'hélicoptère kick. Je vais peut-être faire une pause pour éviter de rater des moments. Moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire, mais je n'arrive pas
encore, parce que j'ai pas eu à l'enseigner et ça m'arrange, je n'arrive pas à l'expliquer. Si je devais enseigner, tu vois, un hélicoptère kick, parce qu'on est vraiment sur de la sensation. Comment est-ce que tu décomposes, toi, ce mouvement lorsque tu l'expliques? Alors, dans tous ces exercices de palmage, qu'il s'agisse de l'hélicoptère turn ou du back kick, déjà, il y a un prérequis à respecter absolument, c'est que ça ne peut fonctionner que si on est parfaitement horizontal et parfaitement stabilisé. Donc, c'est pas la peine d'essayer de se lancer à réaliser le mouvement tant qu'on n'a pas maintenu cet élément. Ensuite, dans le cas du back kick, parce que je pense que c'est intéressant de commencer par le back kick avant de faire l'hélicoptère turn, ça consiste essentiellement en une brasse inversée avec les jambes, qui consiste à aller chercher le plus loin possible derrière soi de l'eau, de retenir cette eau et de l'écoper vers soi pour créer une résistance et aller de l'arrière. L'hélicoptère turn, de manière basique, consiste à le faire avec une seule jambe et pour provoquer une rotation latérale, et l'autre jambe compense cette tentative de déplacement en arrière en provoquant une légère poussée vers l'avant. Et à quelque chose près, ça ressemble un peu au travail qu'on fait quand on fait un virage avec un bateau qui dispose de deux moteurs, c'est-à-dire qu'on met un moteur en marche avant, un moteur en marche arrière, et donc l'ensemble du bateau pivote. Et ben là, c'est un peu la même chose pour le plongeur. Dans ce cas-là, on a le plongeur qui va propulser avec une jambe et l'autre qui va partir en arrière pour provoquer un point de pivot. Et on peut décomposer ce mouvement en s'entraînant à pousser avec une jambe et à aspirer avec l'autre. Je te remercie. Et effectivement, il est intéressant de faire ça avec du matériel adapté parce que pour faire tous ces mouvements, on a tout intérêt d'avoir des palmes qui sont plutôt des palmes lourdes et rigides plutôt que de longues palmes de chasse qui vont rendre l'exercice très très périlleux. Ok. Bon, si vous avez pas de questions, on va continuer le visionnage, mais c'est vrai que moi, c'est un type d'exercice que j'ai appris à faire par la pratique naturelle, sachant qu'en plus, moi, j'utilise des mares quattro qui sont des palmes très longues. Et finalement, j'ai pas décomposé encore cette logique-là. Mais je vais pratiquer tout ça. Alors Reprenons. ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu es toujours sur des petites apnées. Donc on est toujours sur des apnées, donc là on est passé d'une apnée de 5 secondes à une apnée de 10 secondes pour augmenter la période. Ça peut permettre de travailler sur le stress, ça permet aussi de travailler sur la précision, de revenir toujours sur le volume de la boucle et donc d'affiner le volume de la boucle. Vous remarquez que là, du coup, au retour sur la boucle, le moment où je souffle dans l'embout avant de l'ouvrir, il y a extrêmement peu de gaz qui sort, ce qui me permet d'avoir un impact sur le volume de boucle qui est extrêmement réduit. Je peux m'entraîner à faire quoi d'autre? Alors là, qu'est-ce que je viens d'illustrer? Là, tu peux peut-être faire une petite pause sur image. Et là, j'ai très volontairement refait le même exercice en faisant un retour sur boucle où j'ai une expiration par le DSV qui est beaucoup plus importante, volontairement, et qui montre bien que là, petite expiration, pas d'impact sur le volume de la boucle, mais par contre, à l'essai suivant, je refais le même avec une expiration beaucoup plus importante à l'intérieur du DSV, et en faisant ça, je perds une grosse quantité de mon volume de boucle, et qu'est-ce qui se passe? Boum, je coule. Et ça, c'est un degré de précision que vous pouvez maintenir quand vous réalisez ces exercices, c'est de vous assurer que vous êtes dans la maîtrise des volumes que vous consommez et que vous allez expirer pour être sûr d'avoir un degré de précision qui soit très élevé. J'en profite aussi pour vous rappeler, et là c'est pour faire un rebond à Plongée Bretagne, que les replays de ces émissions sont disponibles sur la chaîne de Plongée Tech Marseille sur YouTube et aussi sur mon Discord, mais ça c'est à part, mais toutes ces vidéos se retrouvent sur ta chaîne. Absolument. D'ici une à deux semaines, le temps que le monteur travaille. Donc là, on s'entraîne également à faire du passage sur bailout. Dans l'exigence, vous voyez bien que le plongeur a l'embout prêt à respirer devant lui avant de fermer l'embout, que au passage sur le bailout, la ventilation du plongeur n'entraîne pas le plongeur vers la surface, donc il y a un niveau constant de ventilation pour maintenir une flottabilité qui est neutre. On s'entraîne pour faire les variations, les changements de statut sur l'ordinateur. Bien sûr, il n'y a pas d'implication sur la décompression, mais c'est pour travailler. Et on essaye d'être aussi précis que possible. Et on s'entraîne à faire quoi? On peut s'entraîner à faire les fameuses apnées dont je vous parlais tout à l'heure. Savoir qu'une fois qu'on a ajusté l'amplitude
Et le volume de la ventilation, on va essayer de chercher les volumes de gaz les plus précis possibles dans la ventilation pour faire des petites apnées et s'habituer à avoir le plus grand niveau de précision. Donc là, vous avez le retour sur boucle. Donc avant de revenir sur la boucle, le contrôle de la PPO2 pour s'assurer qu'on est toujours sur une PPO2 qui est respirable. Le retour sur la boucle, je prends juste la quantité de gaz qui permet de rester neutre. Je ne reprends pas l'embout tout de suite en bouche pour s'assurer que je reste neutre. Et je reprends l'embout avec une expiration la plus minime possible pour qu'il n'y ait pas de variation de profondeur. Et là, je vais de nouveau modifier mon ordinateur pour remettre mon ordinateur en mode recycleur. Je peux en profiter pour travailler ma flottabilité en faisant des choses tout bêtes, des gestes du quotidien du plongeur. J'ai utilisé mon bail-out. Alors, c'est assez classique chez les plongeurs recycleurs. J'utilise mon bail-out pendant la plongée et quand je range mes tuyaux le long de la bouteille, je les range à l'arrache le long des tuyaux et la deuxième fois, quand j'en ai besoin, il y a tout qui est emmêlé. Eh ben non, on va au contraire chercher à être beaucoup plus précis. Donc, on peut décrocher le mousqueton du bas du bail-out. On accroche, on voit bien tout ce qu'on fait, tout est bien accroché et je remets le mousqueton arrière. Et tout ça, dans une piscine, eh ben, c'est un prétexte pour s'assurer qu'on reste parfaitement stabilisé. Votre cerveau est amené à gérer la manipulation de l'objet et en même temps de vous assurer que votre flottabilité est bonne. Tout à l'heure, je parlais de test de trim. Regardez, là, je suis à l'horizontale. Je ne bouge pas les bras, je ne bouge pas les jambes. Je n'ai pas de phénomène de bascule parce que je me suis assuré avant ça que la répartition de mon lestage était correcte. Là, je pourrais avoir le nez qui plante. Si c'est le nez, eh ben, je mets du plomb plus bas. Si c'est l'inverse, je mets du plomb plus haut. Mais ça, travaillez-le. C'est le moment rêvé pour le faire. C'est le moment de s'assurer que vous n'avez pas de variation de flottabilité et de trim. Pour les plongeurs, en fonction des bouteilles que vous utilisez, attends, je me permets juste, souvent on perd nos repères avec les bouteilles alu qui sont plus longues. En fonction de la position de la bouteille sur votre gilet, plus haut ou plus basse, vous pouvez aussi jouer avec cet effet de levier et de balancier. Donc pensez-y aussi, pas besoin de déplacer beaucoup de plomb pour ça. Des fois, juste le placement de la bouteille change tout. Et là, donc, tu faisais un exercice de purge. Sur cette phase-là, je m'entraîne à faire un exercice de rinçage. Donc là, j'envoie du gaz dans ma boucle pour augmenter la position. Alors ça me fait sortir un peu la palme parce que sur ce modèle de recycleur, ça impose de se mettre dans une position qui est un peu tête en bas. Alors comme il n'y a pas beaucoup de profondeur, là, ça m'amène pile. Par contre, c'est très intéressant parce que les opérations de rinçage vont provoquer de violentes chutes de la PPO2 à l'intérieur de la machine. Et donc, cette violente chute de PPO2, la machine, elle va le compenser en rajoutant de l'oxygène. Et donc ça demande de se stabiliser. Alors vous avez remarqué quand même que pendant cette opération, cette plongée pour Radiotech Marseille, j'ai procédé à un sauvetage. Des fois on arrive à faire quelques rencontres et donc je suis tombé sur le plus gros lombric que je n'ai jamais vu de ma vie et j'étais pas peu fier de l'avoir sorti du pétrin dans lequel il s'était foutu. Et un lombric de sauvé, c'est souvent des mètres cubes de terre qui sont aérés et donc ça fait du bien à nos jardins. Donc voilà, c'était la BA du jour, la BA Radiotech Marseille. Lombric champion du monde d'apnée, du coup. Alors ça, je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais il était encore assez vif. Donc je pense qu'il a un système de gestion de l'oxygène qui est quand même assez bien optimisé. Alors je me souviens plus bien de ce que je vous avais proposé par la suite en termes de vidéo, mais alors voilà, là je vous montre aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de s'amuser à fouiller dans l'ordinateur. Fouiller dans l'ordinateur, c'est hyper intéressant, ça permet de faire plein de choses et de travailler sa flottabilité pendant que votre regard se focalise sur autre chose. Là, je vous propose également du passage bailout, très certainement, selon ma mémoire, pour illustrer l'intérêt de pratiquer des petites apnées pour ajuster le volume pulmonaire et avoir un haut degré de précision dans la ventilation. Très intéressant parce que quand vous arrivez à faire une apnée qui reste parfaitement stable, alors là je m'amuse à faire des petites variations de profondeur, donc là je passe à 1,20 m, donc je remonte légèrement. Mais quand vous avez un haut niveau de précision dans les apnées que vous réalisez en circuit ouvert, votre apnée doit idéalement être le milieu de votre volume de ventilation. Le volume, tout à l'heure, je l'illustrais en parlant de cette oscillation de votre ventilation. Mais quand vous êtes dans l'apnée parfaite, elle doit se situer au milieu de votre zone confortable de respiration. Ça veut dire que la variable d'ajustement, ça va être votre gilet. Et là, l'occasion s'y prête
pour s'amuser à travailler là-dessus. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'importance d'avoir un bon lestage. On peut aussi se servir de la piscine pour s'entraîner à avoir un haut niveau de gestion du surlestage. Vous pouvez vous amuser à garder un peu de plomb supplémentaire, ce qu'on appelle le plomb pédale, donc des plombs souvent avec un mousqueton que vous allez vous accrocher pour réagir et adapter et la ventilation et le gonflage du gilet, mais la piscine s'y prête particulièrement. Alors, vous voyez, là, justement, sur ces images, on essaye d'illustrer l'importance de cette amplitude. Et là, une petite apnée, donc en circuit ouvert, pour s'assurer qu'on ne prend dans les poumons que le strict volume nécessaire pour rester à profondeur constante et sans avoir de variation de profondeur. Alors là, je fais une toute petite bulle parce que je me rends compte que j'en ai pris un petit peu trop, parce que j'en ai pas trop soufflé, on va bien voir. Et là, ça permet de travailler assez précisément et de prendre son temps pour optimiser la gestion de son volume. Pas évident parce que là, j'utilisais un détendeur dont je me suis rendu compte finalement qu'il ne marchait pas très bien. Il avait un petit peu de fuite de débit continu, donc c'est pas l'idéal, mais voilà. Et là, on voit sur cette image l'erreur. Donc là, l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire sur un exercice comme celui-là. Alors surtout s'il y avait beaucoup de profondeur, ça serait potentiellement dangereux, mais c'est de faire des apnées avec une inspiration trop importante et un volume pulmonaire inadapté qui vous ferait remonter à la surface. L'idée, c'est de le faire avec le juste volume pour rester à profondeur constante et pas bouger. Donc là, on refait le test. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire et refaire et re-refaire, mais vous pouvez le faire plein de fois et ça va vous apprendre à calmer votre respiration, à avoir une respiration la plus basse possible avec l'amplitude la plus réduite et d'avoir une réaction qui soit adaptée. On profite de ça pour faire une apnée suivie d'un retour sur boucle, toujours avec une gestion du volume qui soit la plus minimaliste possible. Là, j'ai l'expiration dans l'embout qui est la plus faible possible pour maintenir constant la flottabilité. Pareil, toujours avec un contrôle de l'ordinateur avant de revenir et un retour sur les paramètres recycleurs sur la machine. Tout ça, c'est des petits exercices. Là, je travaille dans un mouchoir de poche. J'ai 50 cm en dessous de moi, 1 mètre au-dessus de moi. J'ai pas trop de place pour mes palmes, mais je suis dans un environnement qui est parfait pour travailler. Et là, je peux travailler pendant un long moment sans avoir trop de difficultés. Je peux travailler pendant des heures, alors quasiment pendant des heures parce que l'eau est froide. Hein. Souvent, en hiver, les bassins, les piscines et les mares, elles sont pas chaudes. Mais ça permet de se tanner un peu le cuir et de maintenir un niveau technique qui est satisfaisant avant votre reprise. C'est rigolo, Alors, je je ne sais sais pas, pas Kevin. si le chat se rend compte à quel point c'est toujours amusant comme les choses les plus complexes ont l'air les plus simples en apparence. Parce que je m'amusais à compter le nombre de fois où tes palmes touchaient la surface. Là, je les ai jamais vues toucher le fond. C'est très technique ce que l'on voit finalement dans un écart aussi faible d'eau. Alors, justement, ce faible écart de profondeur, il est intéressant parce qu'il nous permet de travailler de travailler en se fixant une exigence de ne pas aller au Hmm. fond et de ne pas monter, quoi. Là, si tu reviens un tout petit peu en arrière, tu vois que là, je viens de faire un petit exercice qui permet aussi tout simplement de s'habituer à bien gérer la gestion de l'étanche. Et donc, où je me suis amusé à faire un petit free flow de mon étanche, c'est-à-dire j'ai Hmm. mis mon étanche en débit continu et je me suis maintenu dans la position qui me permettait de faire en sorte qu'il y ait autant de gaz dans l'étanche qui sortent que de gaz qui rentrent, et donc de maintenir cette précision aussi longtemps que possible pour s'habituer à utiliser l'étanche. On peut aussi s'amuser à faire des variations de flottabilité en posant sa bouteille. On enlève sa bouteille. Alors là, comme la piscine était inclinée, la bouteille que j'ai déposée a commencé à partir vers le fond de la piscine. Ça permet de travailler sur les variations de flottabilité. Quand on dépose une bouteille, on se débarrasse d'un peu de masse et ça peut avoir ça a tendance à nous faire remonter. Donc, à ajuster le volume du gilet juste précisément pour compenser la perte de ce poids-là, de la récupérer. Vous voyez, je prends la bouteille, je la plaque contre moi. Là, j'adapte le volume du gilet précisément avant de m'embêter à l'accrocher. Et une fois je suis parfaitement stabilisé, je raccroche la bouteille sur moi, toujours avec l'exigence de ne pas regagner la surface ou de ne pas toucher le fond. C'est évidemment technique, c'est évidemment exigeant, mais c'est particulièrement profitable. Si vous faites ça, ce genre de petite expérience, vous faites ça 2-3 fois dans l'hiver, il y a fort à parier qu'à la reprise de la saison, vous soyez certainement plus efficace qu'à la fin de la saison. On va faire un petit tour des questions maintenant, les amis, et on va se diriger tranquillement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, écoute, moi, je serais très curieux d'avoir un peu quelques réactions du chat
sur ce qu'on vient de vous proposer, sur éventuellement la pertinence ou la faisabilité de ces programmes pour vos plongées, dans votre environnement, dans votre région. Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît avoir du sens? Le chat, c'est à vous. Il y Bon, a il va y d'ailleurs, avoir un... on en profite pour saluer, on a une soixantaine d'internautes qui sont avec nous pour partager cette septième édition de la Radiothèque Marseille et on vous remercie pour votre fidélité à tous. Et on en profite aussi pour remercier nos modérateurs. Il y en a deux ce soir, notamment Mathis, Metex, qui commente. Sachez que derrière une émission, il y a plusieurs personnes qui œuvrent à ce que tout se passe bien et qu'on n'ait pas de commentaires parasites ou d'autres choses de ce genre-là. Donc, on peut aussi le remercier. Et je voulais aussi féliciter, je ne sais pas si tu as vu passer dans le chat, pendant que tout le monde écrit ses questions, Geox, je crois, Gaoxy, qui vient de passer son N1. Félicitations à toi. Et maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu les questions s'il y en a ou les retours du chat. On vous remercie pour vos encouragements. C'est toujours un moment de plaisir que de passer ces 2 heures. On s'était fixé une programmation mensuelle. Alors, on n'en est pas toujours à ça, mais on vous remercie d'être là, d'être présent et de nous aider à animer, à faire vivre cette Radiothèque Marseille à laquelle on souhaite une longue vie. D'ailleurs, on pourrait aussi en profiter pour faire un petit tour de table, vu que là, il n'y a pas particulièrement de questions. Y a-t-il des sujets sur la technique que vous, chers amis du chat, aimeriez voir abordés pour les prochaines éditions? Et peut-être même, Nicolas, ce que nous pourrions éventuellement proposer à la fin de la vidéo ou lors du replay, une liste des exercices que tu as fait là. Peut-être qu'on pourrait en faire un petit Google Doc accessible en description de la vidéo pour ceux qui voudraient voir le replay. Moi, j'ai fait ça sur certaines de mes vidéos avec des points clés. Peut-être que tu pourrais offrir ça si tu as envie à des Absolument. personnes qui On voudraient aller pourrait plus loin. parfaitement vous proposer une petite feuille de route pour organiser vos plongées hivernales sous le principe d'une liste à checker que vous pourriez accomplir en ayant avec un différents degrés de difficulté à atteindre. Mais on pourrait parfaitement vous proposer ça. Alors bien évidemment, tous les exercices qu'on vous propose, eh ben, là, sont déjà destinés à des gens qui ont initialement travaillé sur ces questions-là. Alors c'est des techniques qu'on peut avoir travaillé tout seul, mais c'est aussi des sujets sur lesquels on peut avoir envie d'être accompagné. Donc vous êtes évidemment les bienvenus à Marseille au sein de Plongée Tech Marseille pour vous entraîner sur ces différents sujets qu'on aborde essentiellement pour les aspects circuit ouvert sur les formations Intro to Tech, Extended Range ou les formations fondamentaux. Après, évidemment, sur toutes les formations recycleurs, à savoir les formations diluant air et Trimix sur lesquelles on aborde largement ces questions. Les quelques plongeurs qui ont été formés chez Plongée Tech Marseille en diluant air ou en Trimix pourraient évidemment en témoigner. Donc, un grand clin d'œil à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis tant d'années. On vous remercie et évidemment, on vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer à travailler. Je pense que le message est passé, sachant que parmi le chat, il y en a même qui sont venus faire leur baptême recycleur chez toi. Donc, Absolument. tu es bien suivi, je pense. Donc le chat, vous n'êtes pas forcément inspiré. Là, on demande sur la plongée souterraine. Peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement essayer au niveau de la grotte sans fond, mais ce serait pas c'est pas ta spécialité. Dans la plongée souterraine, on n'a pas un environnement qui se prête particulièrement à la pratique de la plongée souterraine. Selon la classification des agences type TDI, vous avez le cavern diver, l'intro to tech et le full cave. Chez nous, tout au plus, on pourrait faire un peu d'intro to cave, mais on n'a pas un environnement qui s'y prête. Alors, on a de très très belles grottes marines, mais qui vont, pour les plus profondes, faire une centaine de mètres, à l'exception de certaines très très grosses cavités qu'on va avoir près de Cassis. Mais les plongées que nous on pratique en grotte vraiment sur Marseille sont de très belles plongées, mais qui ne nécessitent pas tout le savoir-faire des plongeurs souterrains les plus performants. Tu as eu une question sur les plongeurs paraplégiques. Est-ce que c'est quelque chose que... Je sais qu'il y a un centre de plongée qui propose ça à Marseille, mais je pense pas que ce soit ta spécialité. Alors nous, c'est pas notre spécialité. Toutefois, on a déjà eu l'occasion de faire plonger et d'entraîner, je ne veux pas dire faire plonger, mais entraîner des plongeurs en situation de handicap. Et pour certains, des handicaps assez lourds, à savoir des plongeurs avec des paralysies totales du bras ou alors des membres amputés bras ou jambes, à qui on a fait faire des plongées jusqu'à 100 mètres.
donc avec des recycleurs. Donc tout est question d'aménagement, tout est question de persévérance, de travail et d'adaptation, mais ça fait partie, c'est dans le domaine du possible. Dans le domaine de la plongée, enfin pour des paraplégiques de la plongée, ça s'organise. Nous, on est partenaire d'un club de plongée sur Marseille qui fait référence en la matière, à savoir le club Multiplouf. J'en profite pour passer le bonjour à tous les amis de Multiplouf. Ils sont d'abord équipés et ensuite formés pour accueillir des plongeurs en situation de handicap et qui leur font vivre des moments absolument magiques dans un environnement qui n'est pas toujours très accessible. D'abord pour l'homme et encore moins pour les personnes en situation de handicap. Donc on les félicite et on vous remet volontiers leur contact pour aller vous lancer dans l'expérience si le cœur vous en dit. Ouais, Multiplouf, d'ailleurs, durant ma formation des GEPS de l'année dernière, il y a une après-midi dédiée à découvrir un petit peu ce type de plongée qui demande une approche un petit peu différente. C'est cool parce qu'on a quelques pistes pour des futurs lives. Peut-être qu'on pourrait finir par la question de Cam, vu que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Et je parle pas de la question sur le nettoyage de la piscine, mais plus sur l'hivernage et l'entretien du matériel. Pourquoi pas, ça pourrait être une thématique qu'on abordera l'hiver prochain, parce qu'on va pas là, je pense pas qu'on va vous faire tous les sujets d'hivernage cette année, mais l'hiver prochain, pourquoi pas. Alors après, c'est un peu à la croisée des chemins, parce que l'hivernage et l'entretien courant du matériel, réglementairement, c'est un sujet qui est un peu complexe. Pour certaines pièces d'équipement, c'est un entretien qui doit être normalement assuré par des personnes dont c'est le métier, qui ont été formées pour le faire. Donc on pourrait évidemment imaginer une édition où on vous donnerait quelques tips en la matière, mais ça ne serait pas correct que de vous expliquer comment réviser un détendeur. Ouais, pas faux. Et tiens, bah, il y a Brolo qui te Ouais, parle aussi du CCR fait maison. C'était ton idée. absolument. Écoutez, je me suis battu pendant 2 mois pour le mettre dans une piscine. Donc, c'est vous qui mettez la pression à Nicolas pour qu'il prenne le temps pour fabriquer lui-même un recycleur. Ce ne sera pas moi. Mais mettez-lui la pression en commentaire sur toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Peut-être qu'il verra le message et qu'il ira s'amuser. Ah bah le recycleur bricolage Ouais, ouais, qui a bon, donc fait je des vois que émules. c'est un sujet qui revient régulièrement, donc bon, désormais, ça veut dire que j'ai plus le choix. Donc on va être amené à le faire. Bon, là, la saison redémarre, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour préparer un sujet comme celui-là. Mais je m'engage à ce que à la fin de la saison 2025, on fasse un sujet sur la fabrication d'un recycleur maison. La tragédie, c'est que si toi tu t'engages, tu m'engages aussi techniquement. Absolument, ouais. Mais en fait, ce qui serait vraiment génial, c'est que du coup, à l'occasion de ce bricolage, je te fasse plonger avec. Ah, je vais adorer respirer dans 2 sacs poubelles reliés avec un tuyau de PVC. Ça a l'air de t'enchanter. Bon, je pense que sur ces belles paroles, on regardera avec grand plaisir tous vos commentaires, tous vos messages. Si vous voulez voir le replay, il sera accessible sur la chaîne de Nicolas Plongée Deck Marseille. J'en profite aussi pour faire la publicité de mes réseaux. Pour ceux que ça intéresse, moi j'ai mis en place avec notre communauté un réseau de discussion sur Discord, un canal privé avec des lives hebdomadaires sur de la plongée plus généraliste. D'ailleurs, il y a beaucoup de membres de la communauté qui sont en ce moment dans le chat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour avoir plus de contenu sur la plongée. Et nous allons vous laisser sur quelques belles images. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Et on a un décalage entre le moment où on finit de vous parler et le moment où vous commentez. Donc on lira vos commentaires et on vous répondra éventuellement à l'écrit. Et évidemment, on vous remercie d'avoir été là jusqu'à presque 11 heures et on espère que vous avez passé une bonne soirée. Dites-nous d'ailleurs si vous avez passé une bonne soirée. Et Nicolas, je te laisse finir, je te laisse le dernier mot. Alors, je ne sais pas si vous avez passé une bonne soirée, mais moi, comme d'habitude, j'ai passé une excellente soirée. Donc, c'est un vrai plaisir de passer ce petit moment en ligne. On reconnecte, on arrive à connecter autour de la même passion toutes ces âmes qui sont aussi dispersées sur le territoire et des fois même au-delà. Donc, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. On se souhaite longue vie à Radiotech Marseille. Merci Kevin encore pour ton efficacité technique dans tous les sens du terme, pour ces instants de partage que j'affectionne particulièrement. Je ne peux que retenir ce petit mot marqué à l'arrière
de mon poster à côté qui me fait toujours aussi chaud au cœur. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la prochaine édition de Radiotech Marseille, qui sera donc la 8e. Et je vous souhaite d'excellentes plongées dans la mare au canard et je l'espère bientôt peut-être à Marseille.